Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast DG de Salon. Mon nom est Hugo Côté, j'accueille mon très cher ami, collaborateur, Madani. Comment ça va, Madani? Ça va super bien, Hugo, j'ai bien hâte de faire ça aujourd'hui. Oui, au moment où on enregistre ça, Madani, le Canada vient de perdre le match, la finale finalement olympique contre les États-Unis. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Parle-moi de tes impressions initiales sur le tournoi olympique, sur la finale. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ben, la finale est fraîche en mémoire, fait que j'ai commencé par ça. Ouais. Quel match de Connor Hellebuyck. Non, ben, il a volé. Pour toi, il a volé le match? Ben, le Canada était dans le territoire des Américains par la grande majorité de ce match-là. Ouais. Puis Connor Hellebuyck, jamais donné de doute. Il y a eu quelques séquences où McKinnon avec le filet ouvert, l'arrêt sur Taze, mais sinon, il était en contrôle complètement. Ben, l'arrêt sur Taze, c'est un bel arrêt. C'est incroyable. C'est un arrêt mais ton point, c'est qu'il a perdu un peu le contrôle à ce moment-là. Ouais. Okay, mais sinon, il était en contrôle du match au complet, puis jamais donné de doute à son équipe. Là. Ouais. Ben, moi aussi, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que Connor Hellebuyck a été extraordinaire. C'est le fun pour lui, parce que c'est un gars chez qui ou envers qui il y avait certains doutes, là. On se permettait de douter de ses performances dans les grands moments à cause de ce qu'il avait fait en série. On en a parlé un peu là, dans le dernier podcast. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai trouvé qu'il avait été bon à la confrontation des 4 nations l'année passée. Mais là, cette année, comme tu dis, il a volé le match alors que l'attention ne pouvait pas être plus impressionnante, plus intense que dans ce match-là. Il n'y a pas de plus grand moment qu'une finale de médaille d'or aux Olympiques. C'est comparable à un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, selon moi. C'est les plus grandes occasions dans lesquelles tu peux te présenter. Ouais, 100%. Puis il s'est levé. Il a été bombardé. Ouais. Oui. Fait que je suis d'accord. Puis plus tard dans le podcast, on va parler un peu des gars dont on a discuté la semaine passée. Puis il était dans ton top 5. Fait qu'on parlera un peu de Connor Hellebuyck, mais je suis d'accord. Alors, première réaction, tu t'es dit, Hellebuyck, sensationnel, il a volé le match. Voilà finalement le moment qu'on attendait. Lui qui est censé être le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, puis qui en arrachait dans les gros matchs. Voilà finalement son gros match qu'on attendait. À part ça, tu sais, regarde peut-être le tournoi en général. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé que le tournoi était extrêmement divertissant. Là, pour le sport qui est là. En tant que fan de hockey, c'est extraordinaire. Tu sais, dès le début du tournoi, dans la ronde préliminaire, tu as eu un match, je pense que c'était la Suède qui jouait contre l'Italie, puis c'était 2-2 après 2 périodes. Ouais. Tu sais, fait que tu as un peu ce côté-là de clubs qui sont pas mal plus faibles que d'autres, ou que la majorité, ou pas que la majorité, mais de clubs qui sont plus faibles que les 4 grandes formations, là, les 4 grands pays. Puis, finalement, contre la Suède, l'Italie est solide. Grâce au gardien de but, là, moi, j'ai pas écouté le match. Damien Claret était très solide. C'est ça que j'ai compris. Ça, c'est le fun. Après ça, t'as la Finlande qui a joué contre le Canada, la Tchéquie qui a joué contre le Canada. Ça a été des gros matchs. Des pays qui sont en théorie inférieure au Canada, puis qui ont poussé le Canada à sa limite. Là. Prolongation contre la Tchéquie. Oui, puis contre la Finlande, on n'était pas loin d'une prolongation aussi. Fait que tout ça mis ensemble, moi j'ai trouvé que ça a été un tournoi extrêmement divertissant. Tu sais, les quarts de finale, il y a eu la Slovaquie qui a passé facilement contre l'Allemagne. Mais après ça, les 3 autres matchs se sont terminés en prolongation. Fait que t'avais le Canada, qui a battu évidemment la Tchéquie, la Finlande qui avait battu la Suisse en prolongation. Ils perdaient 2-0 en 3e, de ce que j'ai compris. Il y a 6 minutes à faire. C'est ça. Puis après ça, t'as évidemment les États-Unis contre la Suède. Ouais. Ça aussi, ça s'est terminé en prolongation. Fait que pour le hockey, pour les amateurs de hockey, c'était un tournoi trippant. Là. Absolument. Ouais. Revenons à la finale en tant que telle, parce qu'évidemment, c'est le match qu'on attendait tous. Tu parles de Connor Hellebuyck. Qui d'autre chez les Américains t'a impressionné dans ce match-là? Parce que je trouve que, surtout à partir de la, on va dire, 2e période, le Canada était quand même... a pris contrôle du match. Fait que c'est peut-être moins clair, là, les Américains qui sont démarqués. Pour toi, qui a moi, je pense que chez les Américains, il faut parler de 2 paires de frères. Il y a les frères Ketchuk et les frères Hughes. Ouais. Les frères Hughes,
Ils se sont levés vraiment ce match-là. Puis c'est drôle parce que dans la confrontation des 4 nations, ben Hughes était pas là évidemment, mais Jack Hughes, on l'a pas vu. On s'en est parlé dans le dernier podcast. Puis les frères Tkachuk étaient partout. Ouais. Puis là, ça a été un peu l'inverse. Un revirement de situation complet. Les frères Tkachuk, là, à part le premier chiffre, le double hit contre Parayko au début de première période, pas vu du match. Ouais. Du tout. Ouais. OK. Puis les frères Hughes, ben au contraire, on les a vus pas mal. Même Jack Hughes, qui avait pas qui a pas connu un gros tournoi. Non. Ben, il était très solide. Tu peux pas dire que Jack Hughes s'est pas levé. Ouais, mais il jouait pas beaucoup. Il jouait sur un 4e trio. Au début, mais s'il a monté rapidement. Dans le match contre la Suède, moi, il m'avait pas impressionné particulièrement, le match de quart de finale. Puis là, en 3e période, on dirait qu'il était tout le temps sur la glace. Là. Fait que c'est un bon point que tu amènes, celui de dire, bon, ben, OK, finalement, ça a été un peu un match où les frères Hughes se sont démarqués. C'était moins un les match. Frères Tkachuk ont été pas mal. C'était moins un match où la physicalité règne. Ouais. Donc c'est pour ça que peut-être les frères Tkachuk se sont effacés un peu, mais l'intensité qu'on connaît de Brady, Matthew Tkachuk, leur mise en échec, leur forecheck, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Ouais. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi le Canada a peut-être dominé la rondelle puis a dominé le match. Ouais. Mais tu sais, pour toi, c'est évident que le Canada a dominé le match. En partant, tu sais, les 10 premières minutes, j'ai trouvé que les Américains, le Canadien a mal commencé. Le Canada était pas prêt. Ils cafouillaient des affaires comme ça. Puis les Américains, Matthew Boldy qui a pris contrôle de ce match avec le premier but. Ouais. Mais après ça, le Canada, en commençant en deuxième période, on avait 19 lancés, je pense, en deuxième période. Ouais. On avait 1001 chances de marquer en troisième période. C'est des filets ouverts manqués, des arrêts, des échappées. C'est quoi qui a coulé le Canada, ou qui a fait que le Canada n'a pas gagné ce match-là? Le manque d'opportunisme. Ouais. Parce que moi aussi, je pense que c'est ça. Tu sais, juste en 3, je pense que c'est juste en 3e, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les 3 opportunités de marquer de grande qualité qui se sont produites en 3e. Ouais, le filet ouvert de McKinnon. Ben oui, mais ça c'était vers la fin, mais t'as Tom Wilson aussi qui a tiré l'arrêt de McAvoy finalement. Là. Et Devon Taze. C'est tout en 3e période. Et l'échappée de Celebrini. Ouais. Et l'échappée de McDavid en fin de 2e. Ouais, c'est ça. C'est toutes des chances de marquer en or. Puis ça se termine. Puis il n'y en a aucune qui finit dans le fond du filet. Ouais. Puis en prolongation, il n'y a pas eu. Non, mais en prolongation, j'ai été vraiment déçu de ce que j'ai vu. Ouais. Tu sais, c'est McDavid, McKinnon, chacun leur tour, qui ont essayé de faire jouer au hero ball, comme on dit, au basketball en anglais. Ouais. Puis ils ont essayé de faire tout par eux-mêmes. Ils sont rentrés en 1 contre 3 puis ont pris un lancer. Ouais. Ça te donne, c'est pas comme ça que tu marques. Mais McKinnon a cette tendance-là parce qu'à la confrontation des 4 nations aussi, il faisait ça. Il rentrait dans la zone puis il essayait de faire lui-même. Quand le match devient série, ils oublient ce qui marche, ils oublient ce qui fonctionne, ils oublient leur coéquipier, puis ils sont genre, ok, c'est moi le meilleur joueur, c'est moi qui va faire la différence, je vais prendre la rondelle, je vais faire mon jeu. C'est pas ça qui fonctionne. Ouais. Moi, je veux revenir sur le dernier but, parce que évidemment, on a écouté le match ensemble et avec plusieurs autres amis qu'on salue, puis qui nous écoutent assurément. La présence. La dernière présence du match là, pour l'équipe canadienne, là, avec évidemment Makar, McDavid et McKinnon sur la patinoire. Madani, c'est pas compliqué, là. C'est considérant le moment dans lequel ces joueurs-là se trouvaient, c'est inacceptable ce qui s'est produit. C'est tout simplement inacceptable. Je sais pas, est-ce que... Tu sais, on a beaucoup utilisé McDavid, Makar, McKinnon durant le match. Est-ce qu'à un moment donné, il y avait une fatigue, puis c'est ça qui a fait que finalement, on a été un peu mou? Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté le match ou qui comprennent pas ce à quoi on fait référence, ben, il y a 3 jeux là, principaux. Les trois sont à blâmer. D'abord, il y a Kyle Makar qui hésite dans la zone offensive des États-Unis. Mais ça, à la limite, ça peut se comprendre parce que lui, il se place pour... Ben, il se prépare à reculer puis à retraiter là, dans sa zone pour, évidemment, défendre contre l'attaque qui s'en vient. Puis là, il y a une perte de possession de rondelle qui le fait un peu hésiter. Puis là, il se dit, est-ce que je m'en vais récupérer la rondelle? Mais il décide de pincher... en étant hésitant. C'est ça, la règle d'or pour pincher, c'est hésite pas. Vas-y, exactement. Fait que là, il hésite. En même temps, écoute, je veux dire, c'est probablement le plus gros match dans lequel il a joué. Puis ce gars-là a gagné une Coupe Stanley puis il a joué à la confrontation des 4 nations. Mais c'était énorme là, quand même. Là. Aux Jeux Olympiques, ça a une portée encore plus forte. Fait qu'il hésite. Là, ça fait qu'il est en retard. D'une fraction de seconde. Ben oui, il est en retard sur la contre-attaque américaine.
Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ça concerne lui et McDavid. Les deux décident de pas patiner, de se laisser glisser. Ils sont en phase de glisse, dans la zone neutre, en pleine contre-attaque américaine, avec la médaille d'or qui est en jeu. Troisième erreur, McKinnon, je pense que c'est Werenski qui avait la rondelle. Là. McKinnon semble contrer Werenski, qui est en possession de la rondelle. Puis Werenski, il est en train de concéder un peu la possession de cette rondelle-là. Là. Puis c'est McKinnon qui... vraisemblablement c'est un 50-50 pour la rondelle. Ben non, parce qu'à un moment donné, Werenski, on dirait qu'il perd le contrôle. À la limite, il la donne quasiment à McKinnon. Si McKinnon, en plus, il est droitier, je suis pas mal convaincu de ce que je dis. Il arrive avec, tu sais, c'est un droitier, il est de son bord fort. Il a juste à finalement couper là, vers Werenski, prendre possession de la rondelle. Le jeu. Il n'y a jamais eu possession de la rondelle. Non, il n'y a jamais eu possession de la rondelle, mais il y a un moment où la rondelle est libre, puis Werenski, il ralentit un peu, puis là, à une main, là, il pousse un peu la rondelle, mais il a l'air de concéder un peu la possession du disque. Puis McKinnon, il profite pas de cette opportunité-là. Puis je pense que ça a un lien. Dans le back-check à McDavid. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à McCarr. Parce que je pense que ces deux-là se disent OK, McKinnon va récupérer cette rondelle-là. Mais là, finalement, McKinnon ne récupère pas la rondelle. Et là, tout le monde est mal placé. Tout le monde est en retard. McDavid puis McCarr sont en retard. McDavid, il revient parce qu'il était un peu moins creux. Mais McCarr continue d'être en phase de glisse. Ce que moi, j'ai trouvé inacceptable. Puis finalement, c'est Jack Hughes, le joueur que McCarr aurait couvert. Mais non seulement ça, mais le problème avec le repli à McDavid, c'est qu'il revient avec le bâton sur la bedaine. Son bâton est pas sur la glace. La rondelle, elle passe quasiment en dessous de son bâton où il devrait être. McDavid aurait pu intercepter cette rondelle-là. Oui, ça aurait été le joueur, c'est le troisième joueur, ça aurait été le joueur à McCarr, parce qu'il était troisième sur le jeu. C'est ça. Mais McDavid doit mettre son bâton en ligne de passe, il doit essayer de faire quelque chose. Son bâton est pas sur la glace. Tu peux rien faire, son bâton est pas sur la glace. Fait que là, t'as les trois meilleurs joueurs canadiens. Là. Mettons que, moi, j'ai trouvé que Celebrini a eu un meilleur tournoi que McKinnon. McKinnon, à ses standards, n'a pas eu un bon sens. Ouais, mais il a joué blessé. Puis il n'y avait pas de compagnon de trio solide, à part quand il a joué avec Celebrini. Ça, je vais en reparler, mais il n'y a pas eu de chance de bâtir de chimie. Non, exactement. On l'a utilisé sur le coaching de John Cooper, je vais revenir à ça. Ouais, ok, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Non, mais mettons qu'on dit, parce que moi j'ai trouvé que Celebrini a un meilleur tournoi que McKinnon, puis c'est pas un reproche envers McKinnon. Je comprends que ce gars-là était blessé, était mal en point. Là. Dans la finale, c'était un peu mieux. Là. On le sentait plus énergique. Là. Mais écoute, contre la Finlande, là, il était amoché puis pas à peu près. Là. Surtout en fin de match. Ça paraissait. Puis juste son but, là, écoute, il finit ça sur une jambe, une espèce de tir, pas textbook. Là. Fait que, mais faisons exception de ça sur papier. Là. On parle des 3 meilleurs joueurs canadiens, sans l'ombre d'un doute. Probablement les 3 meilleurs joueurs du tournoi. Au monde. Au Kucherov, mais tu sais, oui. Leon Draisaitl, mais tu sais, moi, je pense que je prends McKinnon puis McDavid avant Kucherov ou Draisaitl. Puis dans mon cas, McCarr, je pense que c'est probablement le 3e. Mais toi, tu seras peut-être pas d'accord. Tu vas peut-être prendre un. Mais tu sais, ces 3 gars-là sont sur la glace. Puis on se permet d'être désengagé. Je comprends, il y a peut-être une confusion là. Ou l'état de fatigue après avoir joué autant de hockey dans les mais c'est ça qui s'est passé. Puis là, finalement, on accorde un but comme ça. Moi, ça j'ai trouvé ça un peu fâchant. C'est décevant, ça, c'est sûr. C'est ça. Je me dis, là, si tu backcheck pas là, tu backcheck c'est quand que tu vas backchecker. On est en finale. Prolongation contre les États-Unis, il y a une rivalité. Faut que t'avais plus que ça. Puis finalement, ils ont marqué. Autre chose que t'as remarqué dans le match, y a-tu quelque chose en particulier? Moi, je vais revenir à ce que je voulais dire de John Cooper dans le tournoi en général. Vas-y. John Cooper n'a pas donné la chance à ses attaquants de développer de la chimie entre eux. Il a tellement jonglé avec les trios, c'était constant. Il y a tellement de fois où on a commencé le match avec Celebrini, Wilson, McDavid. Puis après la première période, on se ramassait avec McKinnon, Celebrini, McDavid. Mais en même temps, certains diraient, mais il faut que tu t'adaptes. Parce que Tom Wilson, puis j'en ai parlé dans le podcast qu'on a fait la semaine passée. Moi, j'adore Tom Wilson. Je trouve qu'il amène un élément
à la game. Ouais. Tom Wilson a un super tournoi. Ben oui, puis il amène un élément à la game qui est difficile à recréer avec un autre joueur. Je trouve que c'était un bon complément à Celebrini et à McDavid parce que c'était un gars qui était physique, qui était bon en échec avant, puis qui créait de l'espace pour ces deux gars-là. Mais il faut le dire, il y avait des moments où malheureusement, il y avait de la misère à suivre. Ça se passait un peu vite. Oui. C'est un gars qui a un talent évidemment limité avec la rondelle. Fait que John, il a pas le choix là, de s'adapter. En plus, le Canada a tiré de l'arrière dans ses 3 derniers matchs. Fait que je pense que c'est pour ça là, que t'amènes McKinnon sur le premier trio. Le premier match qu'on a vu Celebrini, McDavid, McKinnon ensemble, il était dominant. Là. Ouais. Il y a aucune... Ok, toi t'as regardé ça. Ben oui, mais non seulement... Ouais. Après avoir vu ça, ils se sont dit... on a besoin de répartir le trio, puis ils ont redescendu McKinnon. Ouais. Mais tu vois un trio qui performe à ce niveau-là, tu touches pas à ça. Tu laisses les trois-là bâtir la chimie. Tu regardes les Américains, eux, ils n'ont pas touché au trio. Du tout, quasiment. Ils ont monté Jack Hughes dans un trio. Mais à part ça, ils n'ont pas touché au trio, puis ça leur a permis de s'améliorer. Avec les frères Kachuk tout le long de ça leur a permis de s'améliorer de match en match parce qu'ils développaient de la chimie ensemble. Ouais. Le Canada, les lignes ils changeaient à chaque match. Mm-hmm. Puis ils changeaient dans le milieu des matchs aussi. C'était comme Wilson qui descendait dans le milieu du match. Ouais. Commence avec un trio, puis ride it out pour la game au complet. Quand tu joues contre la Suisse, des affaires comme ça, essaie des affaires. Mais une fois que des trios qui cliquent, tu les laisses ensemble. Tu sais, Crosby, Stone, Marner, ils ont cliqué depuis le début, ils ont laissé ensemble. Ouais. Mais Celebrini qui clique avec McDavid puis McKinnon, laisse-les ensemble. Ça, t'as regardé ça. Mais tu sais, je pense que la raison pour laquelle on n'a pas installé McKinnon sur le premier trio à temps plein, là, je vais dire, c'est parce qu'on essayait de créer un peu d'offensive avec le deuxième trio. Oui, parce que là, dans le fond, ça a été... Tu sais, on parle de manque d'opportunisme, puis c'est vrai, dans la finale. Mais le Canada a aussi passé bien près de pas obtenir de médaille du tout, là. Tu sais, fait qu'on avait des problèmes qui étaient finalement... plus grand que juste un manque d'opportunisme en troisième période. Puis c'est sûr que la game de hockey fait que souvent ça tient à pas grand-chose. Puis finalement, ils ont gagné. Puis encore là, ils ont gagné ces matchs-là contre la Tchéquie puis la Finlande. Puis ils ont perdu contre les États-Unis. Puis ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Là. On est d'accord. Ouais. Mais il aurait pu aussi ne pas obtenir de médaille. Ouais. Fait que je pense que là, en tout cas, moi, ma compréhension de tout ça, c'est qu'un des principaux problèmes, c'est qu'on avait juste un trio qui fonctionnait, surtout à partir du moment que Crosby s'est blessé. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'on n'a pas laissé les chances aux autres trios de se développer une chimie ensemble. Mais mettons, là, nous, on a, tu sais, notre dernier podcast, on s'en est parlé. On a regardé le premier match. Le Canada avait joué contre la Tchéquie, son premier match préliminaire. Oui. Tu voyais tout de suite que McKinnon, ça fonctionnait pas, là, avec Suzuki puis Ego. McKinnon n'était pas bon sur les autres trios. Toutes les minutes qu'il a passées sans McDavid et Celebrini, McDavid il créait des choses évidemment parce mais pour lui-même. Il était pas exactement. Pour lui-même. Mais là tu dis, ok, on n'a pas laissé le temps aux joueurs canadiens de se construire une chimie. C'est correct, mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? T'avais pas le choix d'essayer de trouver des partenaires de trio pour McKinnon. Parce que là, t'avais juste un trio fonctionnel qui était celui de McDavid avec Celebrini, puis peu importe qui complète, là, que ce soit Wilson ou que ce soit McKinnon. Puis c'est sûr que quand McKinnon était là, c'était mieux. Là. Oui. Mais ce trio-là était capable de générer de l'attaque. T'avais le trio de Crosby, Marner et Stone qui était capable aussi de faire quelque chose. Mais après ça, le deuxième trio de McKinnon, Suzuki et Eagle faisait rien. Puis là, ton quatrième trio, c'était Horvat. À ce moment-là, on parle du match. Horvat, Reinhardt, Marchand. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça aussi, ça a pas créé beaucoup d'opportunités. Fait que je pense que John n'avait pas bien le choix de s'adapter. Là. Moi, c'est ça mon point. Si tu dis, OK, bon, ben on va amener McKinnon en haut, correct. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça, c'est notre deuxième trio, là? Ben, deuxième trio, t'avais Crosby avec Marner Stone. Ça fonctionnait. Moi, je le vois comme je le vois comme le troisième, là, mais la façon que je vois ça, c'est que t'amènes tous les meilleurs joueurs au monde. Ouais. C'est des joueurs de talent. Suzuki, c'est un gars de 90 points par année. Ouais. Il est capable de créer de l'attaque avec un Braden Eagle puis un Sam Reinhardt, par exemple, ou peu importe n'importe qui tu veux lui mettre là. Laisse le temps à ces joueurs-là, mets-en trois ensemble, puis laisse-les trouver la chimie. Laisse-les créer quelque chose, donne-leur quelques matchs pour développer quelque chose. Ça, tu peux le faire dans la ronde préliminaire. Mais après exactement. Ça, mais quand tu vois que McKinnon fonctionne pas sur le trio, ça a pris au deuxième match que McKinnon, ils l'ont mis sur le premier trio puis ça fonctionnait. Laisse ça là. Ouais.
trouve quelque chose d'autre. Là, qu'est-ce que t'as deux trios fonctionnels, puis tu laisses les deux autres trouver quelque chose. OK. Fait que là, toi, t'aurais eu McKinnon, McDavid, Celebrini. Tu touches pas à ça. Après ça, t'aurais eu Crosby, Marner, Stone. Oui. Puis tu te serais dit, ben je vais espérer que ça pogne avec le reste. Ben après, je vais mettre ce que je pense est mieux, puis je vais leur donner la chance de bâtir quelque chose, je vais pas y toucher. Ouais. J'aurais mis, par exemple, Eagle, Suzuki, Wilson, quelque chose comme ça. Ouais. T'sais, évidemment, on a vu que Marchand, j'ai mieux aimé Eagle, Bennett, Wilson, c'est un très beau trio qui a de l'énergie. Ouais, ils ont été bons en demi-finale avec Marchand. Ouais, je pense que c'était Marchand, Wilson. Ouais, mais c'est ce que je dis, que Marchand a eu une finale très difficile. Puis ce trio-là a mieux fonctionné en finale quand c'était Eagle à la place de Marchand. Mais dis, comme ça, puis tu mets Horvat au centre de Jarvis, puis Reinhardt. Puis ça aurait été ton troisième ou ton quatrième trio. Puis tu me fais rentrer Suzuki là-dedans. Ouais. Là, on parle comme si Crosby était pas dans l'alignement. C'est ça. Mais ça, c'est une blessure qui a fait mal. Parce que, en tout cas, je veux qu'on se parle de ça. Nous, l'année passée, hey, c'est beau. La semaine passée, on avait fait nos prédictions pour ce tournoi-là. Puis on avait dit tous les deux qu'on pensait que le Canada gagnerait. Puis moi, j'ai écrit dans notre group chat hier. J'ai dit, moi, je pense que les États-Unis vont gagner avec ce que j'ai vu du Canada en quart de finale puis en demi-finale. Puis c'est pas une question de le Canada devrait dominer contre la Finlande puis ils l'ont pas fait. Moi, je pense que c'est bon que les équipes fassent face à l'adversité un peu, là, tu sais. Puis c'est pas ça le problème. Mais c'est que là, je voyais que t'as un McKinnon qui est amoché. T'as un Crosby qui est amoché. Morrissey qui est pas là. T'as un Morrissey qui est pas là. Fait que t'as finalement des blessés importants. Puis de l'autre côté, t'as les États-Unis qui sont très bien construits, qui ont énormément de profondeur, qui ont une défensive sensationnelle qui est de loin supérieure à la nôtre. Oui. Là, je me suis dit, moi, je pense que ce qui va faire la différence, c'est Crosby. Si Crosby est capable de jouer, évidemment, s'il est capable de jouer puis d'être efficace dans son rôle, ça fait une énorme différence parce que là, tu te retrouves avec un autre trio fonctionnel. Tu ne dépends pas juste de un trio finalement, celui de McDavid. Ouais. Tu peux avoir celui de Crosby avec Marner et Stone qui fonctionne parce qu'avec Suzuki, il fonctionnait, mais pas aussi bien. Il fonctionnait une fois par période. Il y avait une présence en zone offensive où on était dangereux, mais sinon, c'était pas mal invisible. Ouais. Puis c'est aussi l'élément intangible de leadership. Je pense que les gars voulaient gagner une médaille d'or pour Sidney Crosby, sachant que c'était probablement ses derniers Jeux olympiques. Oui. S'il avait été là, je pense que les gars, ça leur aurait donné un petit plus. Là. Pis, juste Crosby en santé, ça aurait... Ouais, mais imagine, mettons, là, que il joue pas beaucoup, là, mais il est quand même sur le banc, il est quand même là. Peut-être que ça aurait pu faire une différence. T'sais. En même temps, on peut dire c'est le match de la médaille d'or, ils sont craqués, peu importe. Je comprends. Mais moi, je pense que d'avoir Sidney Crosby avec ce groupe-là, je sais pas, il était où là, dans la finale? Là? Je sais pas si. Je sais pas s'il était dans la chambre avec les gars, j'espère, ou je sais pas, pour jaser un peu. Mais je pense que ça aurait fait une grosse différence. Fait que moi, je me souviens, c'est ce que j'ai écrit dans le group chat. Je dis je pense que les Américains vont gagner à moins que Crosby joue. Ouais. Puis quand on a annoncé que Crosby ne jouait pas, j'ai dit là, je pense pas que je pense que le Canada va pas gagner. Puis ça veut pas dire que le Canada avait pas une équipe assez bonne pour gagner, ça veut pas dire qu'ils gagneront pas dans les prochaines compétitions internationales, mais c'est juste que là, t'avais des membres importants de cette équipe qui ne pouvaient pas jouer et t'avais des membres importants de cette équipe qui sous-performaient. Je pense à Suzuki que clairement on a vu comme un allié top 6 du côté de l'équipe de direction du Canada. Ouais, ça, c'était une erreur dès le début. C'est ça. Ouais. Mais finalement, ça a été une erreur de la part de la direction. Je pense que moi et toi, on était capable de voir que Suzuki... on place pas Suzuki dans une bonne position si on le place au centre parce qu'on lui permet pas de... À l'aile. À l'aile, excuse-moi. Parce qu'on lui permet pas de se servir de ses forces à 100%. Eux autres, ils ont pas remarqué ça. C'est correct. Mais Suzuki n'a pas eu un gros tournoi non plus. Là. Il aurait pu faire mieux. Il y a eu un gros but. Ouais, et puis il y a eu des bons matchs, des bonnes séquences en étant joueur de centre. Ouais. Mais à l'aile, il n'y a pas eu une bonne présence. Ouais. C'était difficile. En étant joueur de centre, c'est ça. Il y a eu des bonnes séquences, mais il n'y a jamais eu de moment où tu t'es dit comme ce gars-là, il a eu un bon tournoi. Contrairement à Bo Horvat, qui lui a eu un bon tournoi. Ouais. Lui, tu te dis, lui, il a été sharp. Ouais. Suzuki, ça n'a pas été ça. Fait que t'as ces gars-là qui performent un peu moins bien. Wilson,
il a eu un bon tournoi. Il était extrêmement physique, mis en échec une après l'autre. Il a donné le ton, justement, durant... Avec sa mise en échec contre Dylan Larkin. C'est monsieur. Durant cette finale-là, c'est fou. Mais il y a eu un peu de misère à suivre McLean, Celebrini puis McDavid. Ah, mais c'est pas son rôle. Non, moi, j'étais surpris de le voir là dès le début du tournoi. Je l'avais mentionné dans le dernier podcast. Oui. Mais dans son rôle. S'il avait été capable de mieux suivre, ça aurait fait une grosse différence. Puis un autre élément qui est important à mentionner, puis tu répondras à ça, puis après ça, on terminera le bloc. Là. Mais c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. Là. C'est notre ami Renaud là, qui m'a fait part de ça. J'ai trouvé ça bien intéressant là, parce que j'avais pas pensé à ça au départ. Mais la blessure de Brayden Point, là, ça a fait extrêmement mal. Même si ce gars-là, il a pas la meilleure des saisons. D'abord, tu le sais que c'est un gagnant. Le gars a gagné 2 Coupes Stanley. Puis il a été très efficace durant ces séries-là où il a gagné la Coupe Stanley. L'année passée, il a été bon. Très bon. C'est un gars qui est complet. Il n'a pas la meilleure des saisons. On met ça de côté. Ça, c'était ton centre de 3e trio pour le Canada. Tu sais, c'était... Puis ça te permet de mettre McKinnon sur le premier exactement. Trio. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que finalement, ce que ça te permet, c'est de monter Crosby sur ton 2e trio puis de le faire jouer avec McKinnon. À son aile, Parce que là, un des principaux problèmes durant ce tournoi-là, c'est qu'on n'a pas trouvé de complément à McKinnon, à part Celebrini et McDavid. Puis en faisant ça, on fonctionnait déjà sans lui. Oui, puis quand on a placé McKinnon sur ce trio-là, on a hypothéqué le reste de l'offensive, à l'exception là, du trio de Stone et Marner. Oui, mais le trio à McKinnon, avec lui, dès le début du tournoi, ne fonctionnait pas. Oui. OK, t'as raison. Ce que je devrais dire, c'est qu'on a tué nos chances d'avoir quelque chose qui fonctionnait. Là, si tu dis... Je pense qu'au départ, quand on a assemblé l'équipe, là, on regardait ça sur papier, on se dit, on a McKinnon sur notre 2e trio, on a un trio qui est solide. On s'attendait certainement à ce que les pièces soient plus complémentaires. Fait que là, McKinnon sur un 2e trio, à part s'il transportait la rondelle lui-même, il n'y avait pas grand-chose qui se produisait. Si tu es capable d'avoir Crosby sur ce trio-là, on sait que ces deux-là sont complémentaires et ils jouent bien ensemble. Là, tu es dangereux. Tu as le duo McDavid, Celebrini avec peu importe qui. Ça peut être Wilson, ça peut être un autre. Tu as le duo McKinnon, Crosby sur le 2e trio. Tu as Point sur ton 3e. Ça fait une grosse différence. Mais une autre affaire avec Brayden Point, lui avait vraiment bien joué sur l'aile à McKinnon lors des 4 nations. Ouais, OK. Donc, ça aurait peut-être été intéressant de voir Celebrini, McDavid, Point et essayer de voir Suzuki s'il est capable d'exceller dans un rôle de 3e centre ou donner la promotion à Horvat. Si tu mets McDavid, McDavid, Celebrini, Point, McKinnon, Crosby sur ton 2e trio avec peut-être un gars comme Reinhardt qui n'a pas eu un gros tournoi mais qui n'a pas eu des opportunités. C'est un gars d'énergie. OK. Puis après ça, t'as Point. C'est le fait d'avoir Point sur le 3e trio, ça fait une grosse différence. Parce que dans notre dernier podcast, tu nous avais dit que toi, tu n'étais pas confortable d'avoir Suzuki comme 3e centre. Non. Puis là, c'est pour ça qu'idéalement, tu avais McKinnon qui performe en tant que 2e centre, puis tu parles le trio à Crosby comme ton 3e trio. Ça, c'était l'idéal. Exactement. Mais en n'étant pas confortable d'avoir Crosby pas Crosby, mais Suzuki au centre du 3e trio, puis en n'ayant pas Brayden Point, là, tu es obligé de descendre Crosby sur ce trio-là, puis tu peux plus le faire jouer avec McKinnon, puis finalement, tu n'as pas de complément pour McKinnon, puis son impact est limité. À cause qu'il n'y a pas personne qui je vais en parler dans le prochain bloc parce que ce bloc-là achève. Mais on aurait un joueur qu'on aurait pu prendre pour complémenter McKinnon, un joueur de top 6 qui marque des buts. Puis ça aurait pu régler tous nos problèmes. Tous nos problèmes? Écoute, tous nos problèmes offensifs. Moi, j'ai hâte que tu nous parles de ça. Mais Danny, tu nous reviens avec ça au prochain bloc. Absolument. On est de retour à DG de Salon avec Madani qui a une solution qui aurait pu régler tous nos problèmes. Vas-y, Madani. Offensivement, on est rentré dans ce tournoi-là avec Suzuki épinglé comme ailier à McKinnon sur le top 6. C'était là qu'il était. Ça a été une grave erreur. Puis c'était la vision du management, du coaching staff, que Suzuki allait jouer sur l'aile à McKinnon. Mais Suzuki, ça n'a jamais été un joueur complémentaire. C'est toujours été un joueur qui excelle avec la rondelle sur son bâton. Pareil que McKinnon. Donc, c'est deux joueurs qui sont dominants avec la rondelle sur le même trio. Déjà là, problématique. Suzuki excelle avec de l'espace pour lequel patiner. Donc, il excelle en position de centre. À l'aile, tu as moins d'espace, tu as moins d'opportunités de contrôler la rondelle. Surtout avec un joueur comme McKinnon, ça ne mettait pas Suzuki dans une position à avoir du succès. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est
un autre joueur capable de marquer des buts, pas besoin nécessairement d'avoir la rondelle sur son bâton pour créer de l'attaque. Moi, j'aurais aimé voir Connor Bedard à l'aile. De Nathan MacKinnon. Ben, ça fait bien du sens que tu amènes ce point-là. Ça aurait pu nous donner 3 trios solides, ça aurait pu... Puis même si, mettons, ça fonctionne pas, tu peux essayer, mettons, un Celebrini, Bedard. Tu peux essayer de faire des duos avec ces 4-là, avec MacKinnon, Celebrini, McDavid, puis Bedard. Tu peux essayer de mixer le match, ces joueurs-là. Bedard, son talent offensif est indéniable. Puis on a manqué d'attaque dans le top 6. Puis c'est plate, on a les meilleurs joueurs au monde, puis on l'a pas pris. Ouais. Ben parlons-en de ça, là. Ça, c'est notre deuxième bloc. Avec ce qu'on sait maintenant, évidemment, le dénouement du tournoi. Qu'est-ce qu'on changerait ou qu'on aurait... Ouais, qu'est-ce qu'on changerait à la formation canadienne qui aurait aidé l'équipe à gagner la médaille d'or avec les informations qu'on sait maintenant? Finalement, un peu les erreurs de l'équipe de gestion. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de différent? C'est ça. Puis, moi, déjà, on l'a dit, moi, je pense que la principale erreur... c'est qu'au départ, on a considéré que Suzuki jouerait à l'aile avec MacKinnon, alors que c'est pas un rôle qui lui convient. Mais après ça, il y a d'autres erreurs qui ont découlé là, de tout ça. Mais je veux juste parler d'une chose au départ. Là. Sam Reinhart, qui pour moi est un excellent joueur, puis qui joue très bien sans la rondelle, qui sait se placer. Là, tu cherches un complément à MacKinnon, qui est bon avec la rondelle. T'as pas essayé une fois Reinhart puis MacKinnon ensemble. Puis là, c'est correct si tu veux pas le faire, mais pourquoi t'amènes Sam Reinhart avec l'équipe? Ouais. Si ton but, c'est de le placer sur un 4e trio, de le cacher un peu, à part en avantage numérique où là, tu vas lui donner une semi-chance, je comprends pas. Dans notre dernier podcast, Madani, on en a parlé, on a dit, c'est comme s'il manque un joueur top 6. Depuis le début là, de la sélection de cette équipe-là, il manquait un joueur top 6. Même avant les blessures, je tiens à dire. Oui. Puis en considérant que Reinhart jouerait sur un top 6. Puis là, finalement, t'en manques 2. T'en manques 2, c'est ça. Parce que tu le places en sur rétrospection, non seulement. Reinhart, il a pas eu un bon tournoi. Ouais, mais moi, je trouve qu'on est difficile envers Reinhart parce qu'on lui a pas donné d'opportunité. On y en a pas donné. Je suis d'accord avec toi. On l'a pas vu, mais c'est sûr, il jouait jamais. Non, c'est vrai. Pourquoi tu l'amènes? Honnêtement, j'ai de la misère à me l'expliquer. Si tu dis, bon, on va amener Reinhart parce qu'on veut le faire jouer dans un rôle de top 6, un rôle qui va être complémentaire à un gars comme McDavid, pourquoi on aurait pu... Est-ce qu'on aurait pu essayer ça? Moi, c'est ce que je voulais voir depuis le début. Celebrini, Reinhart. Ouais. On a 2 gars qui se complètent bien en McDavid et Celebrini, 2 gars qui savent transporter la rondelle. Reinhart a un bon lancer, il sait où se placer. C'est un gars dont la force, c'est évidemment le IQ, l'intelligence sur la patinoire. Pourquoi qu'on n'a pas essayé ça? Ça aurait pu fonctionner. On a caché Reinhart durant tout le tournoi. Si t'es pour faire ça, finalement, si t'es pour faire jouer Reinhart sur un 4e trio, pourquoi t'amènes pas un gars dans le style de Bennett et Horvat et compagnie, un spécialiste pour ce genre de rôle-là? Tu sais, on a placé Reinhart sur une 4e ligne. C'est pas du tout sa force. Là. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est une décision que je comprends pas, considérant le rôle qu'on a donné. On dirait qu'on l'a juste apporté pour les unités spéciales. C'est ça. L'avantage numérique, le désavantage numérique. Mais à 5 contre 5, là, non seulement il jouait pas bien, mais il y avait pas, comme tu dis, il y avait pas les opportunités. On l'a camouflé complètement. Puis en saison régulière, Sam Reinhart, c'est un des meilleurs ailiers de la Ligue nationale. C'est ça. Puis, tellement intelligent comme joueur. Est-ce qu'on aurait pu l'essayer avec MacKinnon aussi? C'est ce que je disais. Moi, je voyais pas. On dirait que MacKinnon avait de la misère à driver le jeu, c'est fou à dire avec sa vitesse, puis c'est la manière qui contrôle la rondelle, peut-être à cause de sa blessure ou quelque chose, mais ça fonctionnait pas. Parce qu'au début du tournoi, par exemple, là, le premier match contre la Tchéquie, moi j'ai trouvé qu'il était bon. C'est juste que les autres coéquipiers, ça fonctionnait pas. Il n'y a jamais eu développé de chimie. Le suivait pas. Mais Reinhart, il drivait le jeu. Reinhart, cependant, c'est pas le joueur le plus rapide. Donc moi, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un fit avec MacKinnon. Parce que MacKinnon, il fait tout vite. Ouais. C'est pour ça que McDavid aussi. C'est pour ça que, oui, mais McDavid, il est bon pour ralentir le jeu aussi. Ouais. MacKinnon, il ralentit moins le jeu que McDavid. Peut-être que c'est similaire, mais j'aurais aimé vraiment voir un gars comme Bedard qui est capable de jouer à la même cadence que MacKinnon. Puis qui est capable de décocher la rondelle rapidement. Finir les jeux comme ça, juste comme ça. Un claquement de doigts. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'avant le match, l'équipe de direction s'est probablement dit on aurait été bien Connor Bedard.
Puis drôlement, là, Madani, je dois te le donner, ils se sont probablement dit la même chose par rapport à Evan Bouchard. Là. Même si plusieurs d'entre vous sur Instagram n'étaient pas d'accord avec Madani, puis moi le premier. Puis je dis pas qu'il aurait dû faire partie de l'équipe nécessairement au départ, mais il faut reconnaître que la déclaration de Madani a bien vieilli, dans le sens que, avec la blessure de Morrissey et avec Makar, qui, selon moi, n'a pas été aussi dominant que ce à quoi on s'attendait de la part de l'équipe de direction, puis de ma part également, là, mais je pense que l'équipe de direction s'est dit, bon, ben Makar est tellement bon et dominant avec la rondelle, il va être bon pour relancer l'attaque, qu'on peut un peu délaisser ce côté-là. Délaisser, c'est peut-être un mot qui est fort, mais on n'a peut-être pas besoin de se concentrer autant sur ce rôle-là, ces gars-là qui sont capables de bouger la rondelle, les fameux puck movers. On va amener Morrissey, Makar, et ça sera ça. Puis finalement, ben, ça a été un problème important chez le Canada parce qu'on n'était pas capable de supporter cette attaque-là puis d'aider les relances. Puis Makar était capable de le faire un peu, mais il peut pas tout faire tout seul. Puis Morrissey aurait pu l'aider là-dedans, puis il était pas capable. Il était blessé. Ouais. Non, mais c'est non seulement Bouchard, mais ça prenait vraiment un joueur, un défenseur qui a des capacités offensives exceptionnelles. Tu regardes Sanheim, tu regardes Doughty, tu regardes Shea Theodore. Sanheim a joué un très bon tournoi. Ça, je vais en parler. Je vais en parler de Travis Sanheim. Ouais. Mais c'était des très bons joueurs. Sanheim, excellent tournoi, mais c'est pas sa force. C'est pas un excellent patineur. C'est pas un excellent... Il est pas excellent avec la rondelle, il est pas un excellent lancé. C'est un bon joueur, puis il est bien placé, il s'est mis dans une position offensive en finale puis en demi-finale. Ouais. Mais tu mets, mettons, un gars comme Matthew Schaefer, comme Evan Bouchard, comme Jacob Chikrin, dans les situations comme ça, t'as beaucoup plus d'opportunités de marquer parce que ces joueurs-là, ils sont non seulement capables de finir des jeux, mais ils sont capables de mieux bouger la rondelle que des gars comme Sanheim, Theodore, Doughty. Theodore est capable de bouger la rondelle. Il a pas eu un bon tournoi, mais il est capable. Je pense pas que Theodore est un moins bon puck mover que Chikrin. Je pense que Chikrin a plus de talent offensif parce qu'il a un meilleur lancer que Theodore. Le lancer à Chikrin, à la défense, c'est peut-être le meilleur lancer de la ligue. Mais en termes de capacité de relance, je pense pas que Chikrin est meilleur que Theodore. Mais moi, je trouve que c'est similaire. Je trouve que Schaefer, évidemment, il y a des qualités qui auraient pu bien servir à l'équipe canadienne. Mais à un moment donné, faut faire attention. Tu sais, Celebrini, ça a super bien été là, à 19 ans, mais il y en a d'autres pour qui ça aurait pu être plus difficile là, dans des grands moments comme ça. Je pense qu'on s'est comme dit, bon ben tu sais, on va amener Celebrini, mais à un moment donné, on peut pas amener Celebrini, Celebrini, Bédard et Schaefer. Tu sais, c'est jeune un peu. Il aurait dû, parce que même si Bédard aurait performé à la moitié de ce que Celebrini a fait, Celebrini finit le tournoi avec 5 buts, 5 passes. Mais je trouve que Bédard, ça se défend plus. Tu sais, dans le cas de Schaefer, là, c'est un gars qui a 40 games d'expérience. Je comprends, mais t'as besoin de quelqu'un pour bouger. On l'a vu, là. En demi-finale, on a la misère à entrer dans le territoire. En finale, ça a été correct. En finale, j'aurais plus utilisé un Chikrin. Je me dis qu'on dominait dans le territoire, mais les rondelles, ça finissait sur le bâton à Sanheim, c'était des tirs. Je suis d'accord. Mais je trouve que, dans ce cas-là, un gars qui aurait pu être intéressant, c'est Mike Matheson. Puis, tu sais, ça a l'air... J'haïs pas ça. Ouais, mais c'est surprenant à dire. Écoute, Mike Matheson, c'est un très bon défenseur, là, puis on lui doit tout le respect du monde, là. Mais c'est sûr qu'on peut pas le placer dans la même catégorie que les Josh Morrissey et compagnie, là. Mais Mike Matheson, c'est un gars qui est dominant défensivement, là. Écoute, il est utilisé, évidemment, dans toutes les situations défensives chez le Canadien de Montréal. Puis aussitôt que lui, il y a une pénalité, puis que le Canadien se retrouve en désavantage numérique, sans pouvoir se servir de lui, c'est un énorme problème. Fait que c'est un gars qui est très solide défensivement, puis c'est un patineur très habile, puis c'est un peu de ça qu'on a manqué, là, de la vitesse, puis la capacité de bouger la rondelle, de la transporter. Un gars comme Matheson, je pense qu'il aurait été très complémentaire à la brigade défensive du Canada. J'aurais aimé voir Matheson là, mais j'aurais favorisé beaucoup d'autres gars. J'aurais favorisé les trois que j'ai mentionnés. Toi, t'as ramené Chikrin. J'aime beaucoup Schaefer, j'adore Schaefer, mais je me dis, le gars a joué 40 matchs dans la Ligue nationale. Je pense que c'est une mentalité intense. Trop old school. Oui, c'est intense, mais la manière qu'il y a 15 buts déjà. Il performe comme si ça faisait déjà 10 ans qu'il était en Ligue nationale. Il est extrêmement mature. Il est tellement confiant. Là. Mais je pense que clairement, ils ont priorisé l'expérience. Ils sont allés vers Doughty. Doughty, je comprends. T'as juste deux gars qui ont déjà joué aux Olympiques. C'était Crosby et Doughty. Doughty, il a bien performé contre les pays
les pays moins bons que les États-Unis. C'était plus difficile en finale. On l'a caché pas mal. On l'a pas vu souvent, puis qu'on l'a vu, on était stressé. Mais j'aurais vraiment aimé voir un défenseur qui est capable de bouger la rondelle, capable de créer de l'attaque, parce que Makar, c'était le seul défenseur qui créait vraiment de l'attaque par lui-même. Sanheim, il se mettait dans les bonnes situations, il se plaçait bien, mais il se mettait pas en position pour finir des jeux ou pour créer une passe qui menait à un but directement. Comme des gars comme Chychrun fait. Chychrun, il finit des jeux. Il est rendu à 20 buts cette saison. Ils sont lancés foudroyants. Lui, comme on dit, il shoot to score. Puis le seul défenseur qui faisait vraiment ça en brigade défensive canadienne, c'était Cale Makar. Puis Cale Makar, il peut pas jouer sur les 3 paires en même temps. Non, c'est ça. Puis la raison pour laquelle Madani parle tout le temps de Travis Sanheim, parce que peut-être qu'il y en a qui vont se poser des questions, c'est que moi, j'ai adoré le tournoi de Travis Sanheim, mais j'ai adoré. Surtout son match, ses 2 derniers matchs, là. Parce qu'il était pas dans la formation au départ. Là. Lui, on l'avait pas habillé. Dans le premier match contre la Tchéquie, il était pas là. Puis je suis pas certain du match contre le 3e match préliminaire. Là, Morrissey n'a pas joué après ce match-là, puis il était habillé pour le reste. C'est ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a été extraordinaire contre la Finlande. Moi, j'ai trouvé que ça avait été le meilleur défenseur offensif du Canada. Plus que Makar durant cette demi-finale. Puis t'es pas d'accord, c'est correct. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais moi, je l'ai trouvé impliqué dans le jeu. C'est pas un gars qui a des qualités ou des habiletés avec la rondelle qui s'apparentent à celle de Makar, mais il était plus impliqué. Il a obtenu une passe sur le but égalisateur durant le match de demi-finale. Il a fait un D2D à Shea Theodore. Sur cette séquence-là, il joue très bien. Il est impliqué devant le filet. Ensuite, il se positionne en retrait pour recevoir la passe. Ça prend une bonne intelligence, là. Le gars s'est placé dans au bon endroit. Il a remis la rondelle à Theodore. Moi, je l'ai trouvé extrêmement impliqué offensivement. Il prenait des lancers. Puis après ça, défensivement, écoute, le gars, pas perdu une bataille, là. Puis il était bon en relance. Moi, j'ai trouvé, les 2 meilleurs défenseurs canadiens durant ce tournoi-là, c'est Cale Makar puis Travis Sanheim. Mais je peux pas dire que je suis en désaccord avec ça. Sanheim, j'ai adoré son tournoi. Incroyable. Mais dire qu'il a mieux joué offensivement, même en demi-finale ou en finale ou n'importe quand que Cale Makar, pour moi, c'est absurde. Parce que Cale Makar, il crée la finale. Cale Makar, je vais dire que je pense que Cale Makar en finale a été supérieur à Sanheim d'un point de vue offensif. Il a joué un meilleur match au final, mais il y a eu des erreurs coûteuses. Il joue beaucoup. Comme en prolongation. C'est ça, le premier but, là, on n'en a pas parlé dans le premier bloc. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. Là. Moi, écoute, là, j'ai le premier but. Devon Toews se fait battre par Boldy. Makar est là avec lui. Il s'est fait battre autant que Devon Toews. Je comprends que c'est en théorie plus le joueur ou l'homme à Toews, mais Makar, là, quand il voit que Toews est dans le pétrin, il doit anticiper, puis il doit revenir, là. Puis contrer Boldy, puis c'est pas ça qu'il a fait, puis ça a permis un échappé. Puis Boldy, il a battu Bennington. Puis dans un match qui se termine 2-1, excuse-moi, là, je te coupe, mais dans un match qui se termine 2-1, Makar, il a pas backchecké sur le but en prolongation, puis il est pas venu aider Toews sur le premier but. Moi, c'est comme si il avait abandonné rapidement durant ces 2 buts-là. Je comprends d'où tu viens avec ça, mais j'ai vraiment de la misère à blâmer Makar pour le but à Boldy. Il flippe la rondelle, elle passe entre les patins à Devon Toews, puis Devon Toews, il a juste à jouer son bâton à Boldy, récupérer la rondelle, il finit. Makar, dans aucun monde, il pense que Devon Toews finit pas avec cette rondelle-là. La rondelle est dans les patins à Toews, Boldy devant lui. Mais tu peux dire la même chose dans ce cas-là avec McKinnon qui a pas récupéré la rondelle en prolongation. C'est qu'à un moment donné, t'es le meilleur défenseur sur la planète. Je m'attends à ce que t'aies une capacité d'anticipation qui est forte, là. Puis moi, je l'ai trouvé des fois un peu lent dans sa réaction ou dans son anticipation. Tu sais, des fois, je me disais, mais non, mais clairement, là, on est dans le trouble. Je pense juste au match contre la Finlande, le but en désavantage numérique d'Eric Holla. Ben Makar, je pense que c'est Reinhardt qui perd possession de la rondelle. Makar, il anticipe pas qu'on va contre-attaquer. Il se fait battre, on part en échappée. McKinnon aussi s'est fait battre. Fait que ces deux-là, là, ils se sont fait battre. Les deux m'ont un peu déçu dans leur inaptitude ou leur difficulté à s'adapter là, ou à anticiper le jeu. Makar, c'est ça. Fait qu'il y a eu cette séquence-là en désavantage numérique où il se fait battre. Là, il y a son coéquipier Devon Toews.
Boldy, t'as raison, il flippe la rondelle, c'est quand même une belle manœuvre individuelle, mais tu vois que Taze est dans le pétrin, puis Boldy est en train de passer entre les deux défenseurs, là. Fait que c'est pas juste Taze le problème. Ouais, il est pas Makar aurait dû intervenir. S'il avait intervenu, il n'y aurait probablement pas eu de but. Puis dans la prolongation, encore une fois, peut-être j'imagine qu'il se doutait que McKinnon allait s'en tirer ou ressortir avec la rondelle lors de sa bataille avec Werenski. Puis encore une fois, ben c'est pas ça qui est arrivé. Le gars est en retard sur le jeu. Je comprends, le gars, il est toujours utilisé. Il est exposé à plus de risques. Mais il a fait des erreurs coûteuses que Sainem, par exemple, n'a pas fait. Mais Sainem, parce qu'il est pas utilisé dans ces sauces-là. C'est que c'est ça. Il joue pas autant que ça. Il a pas embarqué en prolongation. Il joue pas en avantage numérique. Il aurait pas pu se faire battre par Eric Halla. Mais t'es le meilleur défenseur sur la planète. Pourquoi que tu vois pas un peu ce qui va se passer? Là? Pourquoi t'es pas capable d'anticiper le jeu? Ouais, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que Sanem a mieux joué par rapport à nos attentes de Sanem. Aucun doute. Non, mais Sanem a plus élevé son jeu d'un cran que Makar. Ça, je te le donne. Mais Makar a quand même eu un plus grand impact sur l'équipe Canada que Travis Sanem. Tu peux pas me dire que si t'enlèves Makar de l'équipe versus si t'enlèves Travis Sanem. Ouais. Ben oui, parce que Makar l'a utilisé partout. Mais moi, Sanem, là, tu parles de John Cooper, là. Pourquoi qu'on n'utilise pas plus Sainem? Il joue extrêmement bien. Le gars est solide défensivement. Puis quand on est en zone offensive, il se porte à l'attaque puis il crée des opportunités. Je comprends qu'il n'a pas le meilleur des lancers. Puis finalement, il n'a pas marqué de but. Là. Fait que il y était impliqué, mais ça n'a pas toujours résulté en but pour le Canada. Mais à un moment donné, on peut-tu se servir de Travis Sainem? Le gars joue bien. T'sais, le coaching, c'est ça. Là. C'est pas juste se servir des éléments qui sont censés être les meilleurs. C'est aussi de regarder ce qui se passe à la glace puis de dire, OK, là, j'ai un défenseur qui est hot. Là. Ouais. Il joue bien. Moi, je m'en sers. That's it. Sainem, on aurait dû s'en servir plus. Il a été extraordinaire. Toi, t'as pensé de quoi de Harley Parayko? Ben, durant la finale, Parayko, ça a été difficile. Ouais. Ça a été extrêmement difficile. C'est comme, à un moment donné, il a cadré un tir, j'ai applaudi. Je me suis dit, waouh, là, écoute, c'est mieux que rien, là, tu sais. Et ça a été difficile. Il a été hésitant avec la rondelle pas mal tout le long du tournoi. J'ai trouvé qu'en relance, c'était difficile. Tu sais, il prend la rondelle, puis il hésite 1 seconde, 2 secondes, puis il se met à arrêter de patiner. Puis moi, c'est quelque chose, là, que j'ai bien de la difficulté à accepter, là. Les bons joueurs de hockey restent en mouvement tout le temps. Oui. Tu sais, si t'as la rondelle en défense, pis t'as pas d'option, bouge! Bouge! Parce qu'une fois là, que t'es flat foot, là, tu te fais prendre. Hey, là, t'es dans le trouble. Là, t'as plus de vitesse. Là, c'est plus difficile d'effectuer des passes précises parce que tu peux pas déjouer quand t'es flat foot. Ben oui, pis t'es plus coordonné, là. Ouais. Fait que c'est difficile. Puis lui, ça a été beaucoup ça, tu sais. On hésite, puis on prend la rondelle, puis finalement, on la dompe dans le fond. C'est correct, mais il a pas créé énormément en attaque. Puis défensivement, ben il a perdu bien des batailles dans la finale. Et au final, on peut pas dire que ça a été un gros tournoi pour Colton. Harley, ça a été mieux. Ben, Harley, toi, t'as trouvé comparé aux 4 nations, j'ai trouvé que c'était un downgrade. C'était le 8e défenseur même aux 4 nations. Il avait bien fait. Qui est rentré, puis il a super bien fait. Moi, je l'ai trouvé quand même habile avec la rondelle. Ouais, mais il était correct. J'aurais aimé voir plus de lui offensivement, surtout avec le gap que laissait la blessure à Morrissey. J'aurais aimé voir Harley. Ouais, il y en avait un qui devait s'imposer. C'était pas. Ça aurait pu être Théodore, ça aurait pu être Harley. Ouais. Puis finalement, ça a été aucun des. Ben, ça a été Travis Sainem, mais tu sais. Mais oui, il s'est levé au plus qu'il pouvait, mais c'est talent offensif. Non, c'est ça. Mais il était impliqué. Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il créait. Pas de manque de volonté de la part de Travis Sainem. Écoute, c'est incroyable. Puis moi, je respecte beaucoup ça. Oui. Quand je vois Makar, en tout respect pour Makar, mais pas faire de back-check alors que la médaille d'or est en jeu, là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais il faut comprendre que. Il était prêt à repartir en contre-attaque. Je défends pas ce qu'il a fait. Il était prêt à partir en contre-attaque, mais là, on a un 2 contre 1 là, dans notre zone. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi empêcher l'autre équipe de marquer. Là. Moi, je pense le meilleur argument pour défendre Makar sur cette séquence-là, c'est de dire, bon ben, probablement qu'il s'attendait à ce que McKinnon ressorte avec la rondelle. Ouais. Ou il était bien fatigué. Ouais. Ce qui se peut aussi parce qu'il a joué beaucoup durant tout le tournoi. Puis durant ce match-là, il était tout le temps sur la glace. T'sais. Fait qu'il y a un enjeu de fatigue. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais.
avec ce que tu as vu dans le tournoi, avec toute l'information, si tu avais à refaire l'équipe du Canada, est-ce que tu prendrais les mêmes 8 défenseurs? Mais non, parce que clairement, il te manque un puck mover. Ouais. Fait que... C'est qui sort, c'est qui rentre? Ben, je pense que... C'est une bonne question, mais je pense que Drew Doughty, tu sais, au final, il n'aura pas apporté énormément au Canada sur la glace. Je sais pas ce qu'il fait hors glace. Là. On n'a pas accès à cette information-là. Mais ça, c'est un gars qui pourrait sortir. Théodore, ça a été peut-être le pire défenseur canadien. Là. Tu sais, en tout cas. Derrière Drew Doughty. C'est ça. Fait que... Puis lui, on le voyait dans un rôle de puck mover, puis on le voyait un peu plus... dans un rôle un peu plus offensif, puis ça a été difficile. Fait que est-ce que tu peux sortir Théodore? Tu sais, ton idée de Bouchard, je trouve pas que c'est fou, parce que t'as 8 défenseurs. Fait que, tu sais, tu peux t'en servir, comme tu disais, comme 7e défenseur, puis le placer dans les situations en zone offensive. Est-ce que moi, j'aurais amené Evan Bouchard? Non, je l'aurais pas amené. Qui t'aurait amené à la place de Doughty Theodore? Je veux entendre des noms. Ouais, tu vas entendre des noms. Ben moi, je trouve que Brandon Montour, il est mobile, ça aurait pu être bon. Ah ouais. Mais toi, j'en ai parlé dans le dernier podcast, toi tu l'aimes pas. À ce niveau-là. Moi, je trouve que Mike Matheson, c'est un gars qui est mobile, ça aurait pu être bon. Tu sais, j'aurais pas pris Noah Dobson. Je pense que Jacob Chychrun, ça aurait pu être bon. Tu sais, là, on a des recherchistes, là. C'est une joke, là, mais c'est nos chums qui ont confirmé que Jacob Chychrun avait déjà représenté le Canada, même s'il est né à Boca Raton, en Floride, là, parce qu'on s'en était parlé dans le dernier podcast. Là. Mais Jacob Chychrun, ça aurait pu être bon, tu sais. Mais à un moment donné, il n'y a pas un paquet de candidats non plus. T'sais. Moi, je voulais pas un gars comme Dobson. J'aurais pas amené un gars comme Schaefer. Fait que tu sais, c'est juste parce qu'il est jeune, là, j'ai aucun doute. Moi, j'aurais vraiment aimé voir Schaefer. Ouais. Toi, t'aurais amené Bouchard, Schaefer et moi, j'aurais aimé voir Chychrun. Non, j'aurais aimé voir 2 des 3. Exactement. 2 des 3. Ouais. OK. Ben... T'sais, ça me dérange pas si t'es vraiment un agenda anti-Bouchard. Tu veux vraiment pas prendre Bouchard. Ben, je prendrais Bouchard avant Schaefer. Moi aussi. Moi, mes deux préférés là-dedans, ce serait Chychrun et Bouchard. Ouais. Moi, Chychrun, je dirais que c'est probablement mon préféré là. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que Montour est mobile. Ça aurait pu bien se faire à droite. Mike Matheson, ça a l'air fou, mais il aurait été capable de jouer à droite aussi, j'aurais aimé voir ça. Ouais. On a eu Theodore qui joue à droite un peu, on a un défenseur gaucher qui joue à droite. Ouais. J'aurais aimé voir Chychrun dans l'alignement pour vrai, parce que le Canada, surtout en finale contre les États-Unis, on en a parlé, il était bon pour rentrer dans la zone, ça tournait dans la zone offensive, mais la rondelle, elle finissait sur les palais. J'en ai mentionné un peu plus tôt, de Parayko, de Sanheim, qui se plaçait bien, whatever, puis il mettait des rondelles au filet, des petites shots, il remettait ça dans le coin, mais tu mets la rondelle sur le bâton à Jacob Chychrun, là, c'est peut-être le but qui te manque. Évidemment, on le saura jamais. Là, non, mais c'est ça. Mais c'est un bon point. Ça a été moins difficile la relance durant la finale contre les États-Unis. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a bien fatigué. Là. C'est. Puis je pense à ça contre la Tchéquie, là, le match de quart de finale. Thomas Harley, qui, tu sais, ça. Puis je pense que c'est Harley et Devin Taze, les deux, là, qui sont les derniers. Les derniers joueurs finalement en arrière. Le dernier, là. Le dernier gars entre le gars le plus près du gardien de but là, de son équipe. Puis écoute, on tire ça d'un pad. Le Thomas Harley, là, ça n'a aucun sens. Le gars est couché à terre en avant de lui. Là. On procède à un lancer. Il y avait 6 gars sur la glace, là. Fait que ça, c'est un autre dossier. Là. Mais, hey, t'es le dernier gars, là. On peut-tu avoir une conscience, s'il vous plaît, une responsabilité défensive? On tire ça direct sur le gars comme si on voulait l'achever. Écoute, excuse-moi, je t'ai positionné dessus, mais ça n'a aucun bon sens. On tire ça sur le gars comme si on voulait l'achever. Ça permet des contre-attaques. Moi, je suis plus capable. Sérieusement, tu sais, je jouais puis on m'apprenait ça, de pas tirer ses pattes des gars quand t'es le dernier gars disponible. Tire ça dans le coin. Puis ça, Colton Parayko, il a été bon. Il a mis ça dans le coin. Il a pas amené grand-chose au net. Il a pas pris de risque. Il a pas pris de chance. Il nous a pas mis dans le trouble. Mais tu sais, imagines-tu, le Canada perd en quart de finale contre la Tchéquie parce que Thomas Harley a décidé d'achever le jeune Tchèque en avant de lui au lieu de remettre la rondelle dans le coin ou de faire une passe. Ça m'a bien fatigué. Bien fatigué. En attaque, l'enjeu ou la question de Stone Marner... finalement, où la sélection de Stone et Marner, finalement, s'est avérée bonne. Oui.
Absolument. Ils ont très bien joué. Malheureusement, on n'a pas pu se servir d'eux à leur plein potentiel à cause de la blessure à Crosby, qui a limité un peu leur impact. Marner a eu un très bon tournoi. Vraiment. Moi, j'ai trouvé que ça a été bien, puis on en parlera dans le dernier bloc, là. Mais ça a été bien. Puis lui, il a été un peu complémentaire à Celebrini et à McDavid. Là, on s'en est servi en finale, ça a été bon. C'est juste que je pense qu'une erreur... Tu sais, on a parlé de Suzuki, qui a été... qu'on a vu comme un allié à McKinnon, alors que c'est deux gars qui aiment transporter la rondelle. Un qui accélère puis qui est très rapide, l'autre qui ralentit le jeu. Là, fait que je vois même pas comment on peut penser que les deux sont complémentaires. Mais quand Brayden Point est blessé, là, puis t'as un problème... Tu sais, t'as déjà peut-être un petit enjeu ou une faiblesse dans ton top 6. Pourquoi que... t'amènes Sam Bennett, que j'adore. C'était Seth Jarvis, le remplaçant à... Puis Cirelli était... OK, c'était Seth Jarvis. Ouais. Seth Jarvis, mais ça a peut-être été là. Fait que si t'avais amené Connor Bedard à la place de Seth Jarvis, ça aurait pu faire toute la Seth Jarvis, excellent tournoi dans son rôle. Il a été bien physique. Fait. Moi, j'ai aimé. J'ai trouvé quand on en parlait avec nos amis, on était comme Jarvis, il joue bien. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même tempérer. Il a bien fait dans son rôle. On s'attendait pas à plus de lui. Ce qui m'a impressionné, c'est son implication physique. Le gars distribuait les mises en échec. Intense, il avait des habiletés avec la rondelle limitée dans ce tournoi-là. Tu voyais qu'il était nerveux, tu voyais que c'était pas il était pas là pour marquer des buts. C'était pas son rôle, c'était pas ça que l'entraîneur il voulait de lui. Ça paraissait dans la manière qu'il jouait, mais dans ce qu'on lui a demandé de faire, il a performé. Je dirais même à merveille. Il a fait exactement ce qu'on voulait de lui. Fait qu'au final, là, parce que le bloc achève, moi je pense Suzuki, qu'on a imaginé comme allié, c'est un problème. À la limite, on aurait pu ne pas l'amener. Si tu préfères Horvat, pour moi, Suzuki, c'était un centre de quatrième trio. Oui, moi aussi. C'est la manière que j'avais fait que si t'aimes mieux Bennett ou t'aimes mieux Horvat, c'est correct, mais Suzuki, pour jouer avec McKinnon, ça fonctionne pas. Après ça, il y a eu la blessure à Pointe. Ça a été particulièrement grave pour le Canada. Je pense qu'on a sous-estimé un peu l'impact de cette blessure-là. Mais ça a forcé McKinnon à jouer avec Hagel et Suzuki au lieu de jouer avec Crosby. Puis en défense, c'est un gros problème. Puis salutations à Renaud Lavoie qui avait identifié ce problème-là. Il disait la défensive va avoir de la misère à relancer l'attaque. Puis c'est ce qu'on a vu. On a, à mon sens, surestimé un peu l'impact que McCarr allait avoir. On s'est dit, bon, il est tellement bon qu'il va faire ça à lui tout seul. Mais moi, je pense que c'est une erreur dès le début parce que tu peux pas jouer un joueur sur les trois paires. Quand McCarr n'est pas sur la glace, il faut quand même que tu aies tes défenseurs qui sont capables de relancer l'attaque. Puis là, ils se sont dit, bon, on va prendre Morrissey. Morrissey s'est blessé. Puis là, on n'avait pas grand puck mover. On n'en avait pas. C'est ça. OK. On passe au dernier bloc, Madani? On va faire ça. Ouais. OK, dernier bloc. On est de retour à DG de Salon en compagnie de Madani. Puis là, Madani, on est rendu au dernier bloc de la journée. On va parler... On fait un retour sur notre top 5. Les gars qui ont bien fait dans le tournoi. Puis les gars qui ont un peu moins bien fait aussi dans le tournoi. Commence peut-être... T'en as parlé brièvement. Brièvement. On en a parlé quand même un peu, là, mais Connor Hellebuyck qui était dans ton top 5, il était 4e, je pense. Je me souviens pas de mon ordre, franchement. Des gars qui avaient le plus à gagner, le plus à perdre. Est-ce que Connor Hellebuyck est le grand gagnant de l'équipe américaine pour toi? Oui, mais pour moi, ça a été le meilleur joueur de l'équipe américaine. Il y a d'autres joueurs contre lesquels on va parler qui étaient dans notre top 5 aussi, qui ont des excellents tournois. Mais Connor Hellebuyck, lui, t'as pas vu Connor Hellebuyck que t'as vu en série contre les Blues l'année dernière. T'as pas vu aucun flash de Hellebuyck qui est pas en pleine confiance, qui est pas en pleine possession de ses moyens. C'était incroyable. Il a prouvé que c'était le meilleur gardien de but au monde. Regarde juste la finale Canada, États-Unis. Tu joues contre les McDavid, les Celebrini. Celebrini a eu des opportunités en or. Tu sais, des passes transversales. Puis ça a l'air facile. Tu te dis quasiment, coudonc, la passe n'est pas venue assez vite. Parce que Hellebuyck, il s'est déplacé tellement rapidement. Il arrive là. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais ben square, ben droit de sa rondelle. Puis on n'a pas été capable de créer quoi que ce soit contre lui. On a eu des opportunités, mais tu sais, je veux dire, il y a eu Devin Taze là, qui était vraiment proche, puis Nathan McKinnon, là, mais écoute, il a été extraordinaire. Quand on faisait des passes transversales ou des passes qui arrivaient du derrière du filet, qu'on essayait de le déranger d'une façon ou d'une autre, de le battre finalement,
ben ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que son positionnement et ses déplacements étaient extraordinaires. Puis lui, il a réussi à faire ça dans le plus gros match de sa carrière. À ce moment-là, là, assurément, probablement, ça va être dur. À moins que les Jets de Winnipeg se rendent au match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley. Aux Jeux Olympiques de 2030. Oui, mais à ce moment-là, c'était le match dans lequel... le match qui était le plus scruté parmi ceux que Hellebuck a joué. Puis là, tu sais, j'ai comme fait un peu une blague là, quand on écoutait le match ensemble. Je me disais, tu sais, ce gars-là, il a un peu tendance à sous-performer quand la pression est forte. Puis ça, c'est... Il y avait un plus de pression dans ce match-là que dans le match numéro 4 contre les Blues de Saint-Louis. Là. Est-ce que pour toi, ça prouve hors de tout doute que Connor Hellebuck, c'est le gars que tu veux avoir devant ton filet? Là, c'était un entraîneur, c'était un DG pour les séries éliminatoires. C'est-tu the guy, là? Oui. Ouais? C'est le meilleur gardien au monde. Je suis d'accord avec... Vu ce qu'il a fait en série, il faut qu'il y ait quand même. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit lors du dernier épisode, qu'il faut que tu le vois faire ça en série avec une défense qui comporte pas Werenski, comporte pas Quinn Hughes, comporte pas Slavin, Faber, McAvoy. Ton 5e et ton 6e défenseur, c'est Jacob Slavin et Brock Faber. Tu sais, à un moment donné, la défense était exceptionnelle. Ça a été le joueur le plus dominant chez les Américains, mais je pense que tant qu'il n'aura pas connu une performance, je veux pas dire de ce genre-là, puis ça va être dur à reproduire, là, mais une bonne performance. Tant qu'il n'aura pas démontré qu'il est capable de bien performer en série, il va toujours... C'est ça. Il va toujours y avoir un peu des doutes, mais ça a été une grande avancée dans son cas en ce qui concerne sa réputation dans les grands moments. Parce qu'on sait que Connor Hellebuck en saison régulière, on a fait l'erreur lors du dernier podcast, Connor Hellebuck effectivement a gagné le trophée Hart la saison dernière. C'est le meilleur trophée Hart pour le meilleur joueur le plus important dans la Ligue nationale de hockey au complet. Son équipe, c'est les derniers gardiens de but à gagner Hart, c'était Carey Price avant ça. Puis avant ça, je sais même ça devait être... peut-être pas si à Chèque ou peu importe qui, là, mais... Théodore, je pense, on avait gagné un avec le Canadien. Je sais pas, au début des années 2000, je pense, mais je suis pas certain, mais je pense. Mais c'est ça que je dis, Connor Hellebuck, c'est gardien exceptionnel, puis comme pour revenir à ta question, si je suis entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale qui joue dans les buts, j'ai mon choix de tous les gardiens de la Ligue nationale, je veux quand même Connor Hellebuck. Avec ce que j'ai vu dans la médaille d'or, tu vois que ce gardien-là peut garder son calme. Puis tu rentres dans le premier match des séries, puis un bon match, moi je pense que c'est fini. Il va garder cette confiance. Fait que lui, il a réussi le test. Là. Il a gagné. On a dit, on a des gars qui ont beaucoup à gagner, beaucoup à perdre. Lui, il en a gagné pas mal. J'essaie de penser à Austin Matthews. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Matthews? Parce qu'il a connu un bon tournoi, une très bonne première période dans la finale contre le Canada. Mais après ça, il s'est effacé un peu. Puis on s'en était parlé la semaine passée. Tu as dit, Matthews, moi je pense que ça devrait être lui, sur papier, le meilleur joueur des États-Unis. C'est pas ça que moi j'ai vu, mais ça demeure le capitaine de l'équipe qui a gagné la médaille d'or. Comment tu vois son tournoi? Moi, je trouve que le tournoi Austin Matthews, c'est un succès. On a dit qu'il y avait plus à gagner dans le sens que s'il montait une performance dominante, il remontait dans la conversation avec top 5 avec McDavid et tout compagnie. Je pense pas qu'il y ait un tournoi de cette qualité-là. Il n'a pas été dominant. Cependant, il y a un super bon tournoi. Austin Matthews a été super. Il a produit, il a marqué des gros buts, il a fait des beaux jeux. Bon défensivement aussi. C'est un gars qui est vraiment complet. Oui. Puis, tu sais, c'est pas un gars qui triche. T'sais. Non. Puis McDavid, il triche. Je suis désolé. C'est un bon joueur, Matthews, mais il triche. Quand même beaucoup de séquences. Pas moi, beaucoup, mais il y a certaines séquences que j'ai vues cette saison dans la Ligue nationale où je vois. Moi, il y a une séquence en prolongation au tournoi que j'ai vu. Une séquence en prolongation, en saison régulière, récemment avant les tournois olympiques, où il manque son lancer, puis il traîne la patte, puis il vient de l'autre bord. Toronto, par contre, c'est comme une autre affaire complètement. Il y a des problèmes d'énergie autour de cette équipe-là. Puis, on dirait que tout le monde est désengagé là-bas. Bonne chance à peu importe qui. Bonne chance au DG des Maple Leafs. On rentrera pas là-dedans parce que, écoute, c'est un épisode complet. Mais moi, je me fie juste à ce que j'ai vu dans le tournoi. C'est un gars qui est efficace défensivement. Il comprend où se placer. Il est très responsable. Fait que c'est impressionnant. Un gars qui triche pas. McDavid, il triche. Il est plus impressionnant. Mais je dirais pas il est plus impressionnant dans parce qu'il y a des habiletés
qu'on remarque plus. Tu sais, Matthews, c'est son lancer principalement. Ouais, il s'en est pas beaucoup servi. Il y a un moment où il aurait dû lancer en première période où il aurait pu marquer. Ouais. Puis, mais tu sais, McDavid, aussitôt qu'il patine, ça paraît, t'es comme, oh, c'est qui ça? McKinnon aussi. Lui, des fois, c'est plus subtil, tu sais, l'art du positionnement défensif. Mais moi, j'ai remarqué ça dans cette finale. Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, OK, hey, ça, c'était beau. Il a gagné sa bataille. Ouais. Ici, il a neutralisé. Et sur le premier but de Matt Boldy, c'est Austin Matthews qui gagne sa bataille contre la rampe, qui pousse la rondelle à Boldy, qui mène au premier but. Fait que c'est un gars complet. Il y avait cette étiquette de perdant-là, ou de gars qui n'était pas capable de gagner les gros matchs. C'était le capitaine de l'équipe américaine qui a battu les champions là, en titre à la confrontation des 4 nations. Puis, tu sais, l'équipe favorite pour gagner le tournoi. Puis c'était pas. Ils l'ont pas volé, là, les Américains, moi, je trouve. Toi, tu dis. Oui. Moi, parce que Hellebuck fait partie de l'équipe. Il a bien joué. Puis, tu sais, les Américains, bon, ils ont eu moins d'opportunités de marquer que le Canada, là, mais durant le match, là. Mais écoute, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est allé de leur bord, bravo à eux. Là, puis d'avoir été le capitaine de cette équipe-là, je pense effectivement. Puis je trouve que sur la glace, on l'a vu. Matthews a démontré du bon leadership. T'sais, il n'y a jamais eu de moment où Matthews semblait désengagé. Ouais. Il semblait tout le temps faire sa job. Il faisait tout le temps ce qu'il devait faire. Comme tu dis, son placement défensif. Il gagnait toutes ses batailles en contre, comme tu as mentionné. Puis offensivement, il créait des jeux. Ouais. Il a été bon. Moi, je trouve que ça a été le meilleur attaquant américain. Ah, non, moi je trouve pas. Là. C'est qui que t'as trouvé que était le meilleur attaquant? Moi, j'ai été plus impressionné par les performances de Boldy quand ça comptait. J'ai été plus impressionné par Dylan Larkin. Tu trouvais que Dylan Larkin était le meilleur attaquant lors du tournoi qu'Austin Matthews? Dans les matchs que moi j'ai vus, il a été plus impressionnant. Je trouve que Jack Eichel a été très bon. Il a tout été super bon. Fait que je dirais que ça a été le meilleur attaquant américain. Il était tout proche, mais moi je suis très confiant en disant que Austin Matthews était le meilleur attaquant américain lors des Olympiques. Moi je dirais pas ça. Tu sais, peut-être, j'ai pas écouté tous les matchs des États-Unis, là, tu sais, puis il a peut-être dominé contre la Lettonie ou peu importe, là, tu sais. Si tu regardes les statistiques, moi j'ai regardé le match contre la Suède où j'ai trouvé que Dylan Larkin était pas mal le meilleur attaquant américain. J'ai trouvé que Matt Boldy a été très bon. Pour moi, ça a été 2 grandes révélations. Lui, ces deux-là, puis Lucas Raymond aussi, qui m'a particulièrement impressionné en Suède. Ce sont des joueurs de grande qualité qui sont très intelligents. Raymond, c'est un gars qui est très habile avec la rondelle, qui a une belle vision. Larkin, c'est vraiment le jeu complet qui m'impressionne. Il est très intelligent. Il est intelligent, il sait bien se placer. Tu sais, tout ce dont on a parlé par rapport à Matthews, tu sais, c'est encore plus fort chez Larkin. Là. Lui, moi, il m'a vraiment impressionné. Puis Matt Boldy, là, ça a été tout un joueur. Là. Excellent. Il a vraiment été bon. Jack Eichel a été bon. Fait que moi, je pense que je pense pas. Je dirais pas que Matthews ça a été le meilleur. Là. Moi, je trouve que Boldy a profité de la performance d'Austin Matthews. Ils jouaient ensemble. Boldy est un super bon joueur, mais je trouve que ce trio-là a vraiment été drivé par les performances de Matthews. Puis la manière qu'il contrôlait la rondelle. Tout partait avec Austin Matthews. Ouais. Parle-moi de Jack Hughes. Ouais, ben, tu sais, quand on parle de conversation de meilleur attaquant américain. Non. Faut que tu inclues Jack Hughes là-dedans. Non. Jack Hughes, il a des super performances, là. Il y a eu en finale, on a trouvé que c'était difficile au début, mais il y a eu énormément de temps de glace. En troisième période, il a été bon, mais il est encore un peu faible. Sur Partin, là. Tu sais, puis il gagne pas beaucoup de batailles. Il a marqué le but gagnant. Il a marqué le but gagnant. Tu sais, je pense que ça a été un tournoi réussi pour lui. Ben, c'est sûr. 4 buts. Non, c'est pas, c'est pas le meilleur. 9e meilleur pointeur, je pense, ou 8e. Ouais, j'ai pas regardé. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, le gars, tu sais, le gars 3 points dans une performance de 6-2 contre. Je sais pas qui était dans leur pool, là, eux autres. Ouais, 8e meilleur pointeur. Ou je sais pas, là. 8e meilleur pointeur. Ouais. Non, mais le pool, qui était dans le pool? Je pense que c'était la Lettonie. Ouais, ben tu sais, quel gars joue bien contre la Lettonie, ok? Là. Oui, mais il y a contre la Slovaquie en demi-finale, tu sais, c'est un match, pas le choix de gagner ce match-là. Ouais. Puis dans la finale, on a une très bonne 3e. Ça a été pas mal
un des attaquants les plus visibles en troisième période. Vraiment, il contrôlait la rondelle, il tournait avec, il lançait au filet. Ouais. Lors du 4 minutes... Il était encore, comme je te dis, moi je le trouve encore faible. Là, c'est correct, mais malgré ça, il performe, puis il crée des chances de marquer, puis il marque le but gagnant. Il marque le but gagnant, mais un but à 3 contre 3. Puis ça, d'ailleurs, juste très frustrant. Ça, c'est inacceptable. Là, on est aux Jeux Olympiques. Si à la limite, tu dis, hey, on veut pas que les matchs s'éternisent parce qu'on a 3 autres matchs à jouer sur cette glace-là. Bon, ben, à la limite, dans la ronde préliminaire, on met ça en 3 contre 3. Mais à un moment donné, là, quand on arrive en 8e quart de finale, des matchs en lendemain, là, on s'arrangera, là, gang. Là. Le match commencera plus tard. Là. Le match suivant commencera plus tard. Là, à un moment donné, on va pas déterminer des gagnants en prolongation. Puis, ça a fait qu'un gars comme Quinn Hughes marque le but gagnant contre la Suède. Il y a eu un bon tournoi, Quinn Hughes. Là. Mais, tous ces joueurs-là, à qui nous font douter à 5 contre 5 quand le jeu est plus resserré, ben, il domine à 3 contre 3, mais ça nous donne pas... C'est pas représentatif du vrai jeu. Moi, je trouve que Jack Hughes et Quinn Hughes, à 5 contre 5, il était très visible. Ouais. Quinn Hughes n'a pas juste une bonne troisième. Moi, c'était le meilleur défenseur du tournoi au complet. Oh non, moi je parle de Jack Hughes, mais Quinn Hughes, du tournoi au complet. Quinn Hughes, il était premier dans ta liste. Ouais, il était premier dans ma liste. Qu'est-ce que je pense de Quinn Hughes? Mais, tu sais, puis c'est la même chose pour Mitch Marner qui était dans ma liste aussi. Ce sont des gars qui ont eu des bons tournois. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses ça. Moi, je comprends que ce sera jamais mes joueurs préférés. Tu sais, il y a des choses dans leur jeu qui me fatiguent. Souvent, c'est les mêmes affaires. Là. Tu sais, c'est le fait de ne pas gagner beaucoup de batailles. Tu sais, Quinn Hughes, là, je le regarde se battre devant le filet contre un attaquant adverse, puis j'ai l'impression qu'il ne gagnera pas la bataille. Tu sais. Puis ça joue un peu du coude, puis je me dis, il ne gagnera pas. Là, tu sais. Puis ça me dérange. Et je suis pas certain que tu peux te fier sur un gars comme ça, rendu en série, quand il faut que tu joues 4 rondes extrêmement physiques, puis c'est lui ton défenseur numéro 1. Par contre, quand tu dis que ça a été le défenseur le plus dominant du tournoi, je pense que oui. Mais il a été le meilleur défenseur point du tournoi, puis moi je pense pas que c'était... Je pense que, je veux dire en le terme anglais, il a outplay Cale Makar. Ouais, je pense que oui, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ça a été le plus dominant. Je l'ai regardé contre la Suède, puis il a joué un fort match. Puis, encore une fois, il était un peu faible des fois dans des batailles. Il faut croire que c'est une caractéristique des frères Hughes. Là. Mais quand il transporte la rondelle, il est vraiment efficace. Il est super créatif. Il a fait plus qu'un gars comme Cale Makar pour les États-Unis. Il a fait plus pour les États-Unis que ce que Cale Makar a fait pour le Canada. T'sais. Il était capable de driver le jeu. Il a dominé, tu sais. Puis il y a eu un autre bon match durant la finale. Fait que, tournoi réussi, on disait tu plus gagné, beaucoup à gagner, beaucoup à perdre. Je pense qu'au final, il a gagné, mais je pense pas qu'on a, un peu à l'image de Ella Buck, je pense pas qu'on a effacé tous les doutes par rapport à lui. Mais moi, je trouve que les doutes par rapport à Quinn Hughes sont moins partagés par le public. Je trouve que c'est plus... Ouais, ça, tu m'as dit ça, mais moi, je suis pas d'accord. Là. Même dans notre... sur Instagram, on a à peu près, je pense, 45% des gens qui étaient d'accord avec moi que Quinn Hughes n'était pas un défenseur des grands moments. Tu sais, on en entend beaucoup parler dans les médias traditionnels, là. On a des doutes quant à la capacité à Quinn Hughes d'être efficace en série, là, tu sais. Fait que moi, je pense que les gens... Il y en a plusieurs qui 45%, t'as bien raison. Il y en a plusieurs qui sont d'accord avec moi. Toi, tu l'es pas, puis c'est correct. J'ai encore des doutes. Tu sais, rendu en finale de la Coupe Stanley, quand ça fait 20 matchs de série que t'as joué, là, tu sais. Ton corps est amoché, puis ça va mal, mais... moi, je pense que... Il a été, tu sais, un peu à l'image de Hudson, qui est très dominant avec le Canadien, tu sais. Ouais. Quinn Hughes, il est sur la glace, tu le vois. Il patine super bien, il crée des jeux, il fait des relances efficaces. Tu sais, t'es comme, OK, ce gars-là est sur la glace, il est dangereux. Fait qu'il faut que tu respectes ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un bon tournoi. Fait que Quinn Hughes, comment dire, j'ai encore un 10-15% de doute. Mais j'ai commencé ça avec... Qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois de Quinn Hughes en série, par exemple, qui dirait ah non, finalement, je l'aime pas, j'avais raison. Faudrait que ce soit une affaire similaire à ce que je vois en ce moment avec Lane Hudson,
où même si le gars est pas gros et il est pas fort, il gagne ses batailles pour la rondelle. Parce qu'il sert de son bâton. Ça dirait, OK, Quinn Hughes. Ouais. Puis mettons, il rentre en série puis il performe comme il a performé aux Olympiques, puis non seulement il gagne pas nécessairement ses batailles, mais il crée tellement d'attaques, puis il contrôle tellement bien la rondelle qu'il favorise son équipe à chaque fois qu'il est sur la glace. Est-ce que ça changerait son opinion s'il fait ça en série? Ben, je pense qu'il peut. J'ai aucun doute qu'il peut être efficace offensivement à séries éliminatoires. Il l'a prouvé. Là. Je sais pas c'est quoi, là. Je me souviens plus des statistiques, mais en 11 matchs, il est pas loin du point par match. Là, c'est pas ça que je remets en question. Fait qu'il performe bien offensivement en série, ça me dérange pas. C'est qu'à un moment donné en série, les matchs se finissent 2-1. Faut que tu limites les opportunités que tu donnes à l'autre équipe. Puis moi, j'ai fait un travail à l'école où je regardais finalement les équipes qui performaient bien en série, puis les équipes qui performaient bien en saison régulière, qu'est-ce qui faisait qu'ils performaient bien, là, tu sais. Puis le fait de ne pas accorder de but, là, on parle d'une corrélation qui est quasi parfaite avec le classement de la Ligue nationale de hockey en saison régulière. C'est beaucoup plus grand que le fait de marquer des buts, là. T'sais? Fait que limiter les opportunités de marquer à l'autre équipe, c'est extrêmement important. Puis j'ai des doutes quant à sa capacité à faire ça. Créer des choses, générer de l'offensive, moi, je m'inquiète pas par rapport à ça. Puis il y a des bonnes statistiques. Mais si il commence à jouer en série, comme Quinn Hughes joue pour le Canadien de Montréal en ce moment, puis c'est dans la saison régulière. Lane Hutson joue pour le Canadien de Montréal. Lane Hutson. J'ai dit Quinn Hughes à Montréal, ça serait fun. Ben là, on en aurait deux. Là. Moi, ça, tu le prendrais pas à Montréal? Ben là, donne-moi pas Quinn Hughes puis Lane Hutson à Montréal. Mettons, là, on a Lane Hutson à Montréal. Il a signé son contrat. Là. Puis là, Quinn Hughes, il dit, moi, je veux venir à Montréal. Donne-moi un contrat raisonnable. Tu lui dis non. Je veux dire, s'il est agent libre. Puis il dit, moi, je veux absolument venir à Montréal. Parce qu'à la limite, tu peux l'échanger. Donne-moi 11 millions. Je cause de non-mouvement complète. Mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas juste avoir ça dans ta défense. Là, fait que non, je pense pas. Tu prends pas Quinn Hughes à 11 millions $ par année à Montréal. Tu me mets sur le spot. Non, mais je pense qu'à un moment donné, si t'as ça, puis Lane Hutson, ça marche pas, là. Fait que t'es pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que l'attaque, c'est la meilleure défense. Si t'as la rondelle, tu peux pas te faire. Si t'as la rondelle, tu peux pas te faire compter. Quinn Hughes, là, non, mais c'est deux tellement bon. Série, le Canadien est déjà un peu petit là, en défense. Amène-moi pas Quinn Hughes. Dès que Quinn Hughes touche à la rondelle en zone défensive, la rondelle elle sort. Puis tu te ramasses sur offensive puis tu contrôles le jeu. Il est dangereux tellement dangereux. Mais là, à un moment donné, il faut qu'on soit capable aussi de clairer le devant du filet. Là. Mais moi, je pense que... là, mais Quinn Hughes n'est pas capable de faire ça. Hudson a de la misère à faire ça. Là, Dobson n'est pas bien bon pour faire ça. À un moment donné, on va avoir une bonne défensive de saison régulière, mais c'est pas ça qui fait que tu gagnes en série. Ce qui fait que tu gagnes en série, c'est des défenseurs comme Eric Chernak. Ça a l'air fou à dire, mais c'est exactement ça. Donc toi, tu prendrais plus Eric Chernak à Montréal que Quinn Hughes? Ben, considérant que j'ai Lane Hutson avec le Canadien, oui. Moi, je veux pas deux Lane Hutson. Puis le Canadien ne semble pas vouloir deux Lane Hutson non plus. Là. Je pense pas que le Canadien est à la recherche d'un gars comme Xavier Villeneuve pour pouvoir compléter. Quinn Hughes s'offre sur un plateau d'argent. Ils n'ont pas repêché Cole Hutson non plus. Moi aussi, si Quinn Hughes s'offre sur un plateau d'argent, ben à la limite, tu échangeras Hutson, mais tu peux pas garder les deux. Là. Ben, t'es obligé de garder les deux. Ouais, mais tu prendrais pas Quinn Hughes. J'en reviens pas. J'en reviens pas, Hugo. Parce que faut que tu penses aussi que l'attaque qui crée... Il faut que tu penses à l'équilibre, ce qui amène l'attaque qui crée est plus importante que la défense qui ne fait pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai mal formulé ça, mais... Si t'en as deux, c'est tellement d'attaques que tu crées, tellement de buts que tu vas marquer, puis tellement de possession de rondelles que tu vas avoir. Ouais. Mais moi, je pense que si t'as deux gars comme ça qui sont petits puis qui sont pas capables d'être physiques en séries éliminatoires, là où c'est bien important, tu finis par te tirer dans le pied. On prend une petite pause, Madani, puis on poursuit dans le dernier bloc. Parfait. On est de retour à DG de Salon. Dernier bloc. On complète un peu nos impressions ou notre retour sur le top 5 qu'on avait fait la semaine passée. Mais toi, il te reste Slafkovský puis Albert Smith. Parle-moi un peu de ces deux gars-là. Ben, je vais commencer avec Albert Smith. Franchement, j'ai dit qu'il avait le plus à gagner
pour monter dans les rangs du repêchage, pour dépasser les Chase Reed puis les Keaton Verhoff en tant que premier défenseur du repêchage. Moi, ce que j'ai vu d'Albert Smith lors de ce tournoi-là, ça va pas vraiment changer l'impression des directeurs généraux. Ouais. Il a bien fait dans exactement. Statu quo. Okay. Il a bien fait, il a pas volé le show, il a pas été dominant. Il a bien transformé la rondelle. Tu vois que c'est un grand défenseur mobile qui est très confiant. Fait que tu vois qu'il va avoir un bon impact dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est assez pour le prendre avant un Keaton Verhoff qui est un défenseur offensif, droitier, grand? C'est très attrayant pour les directeurs généraux. C'est quoi le gabarit d'Albert Smith? Albert Smith, je pense que c'est 6 pieds 2 autour, un peu moins que 200 livres. Ok, mais pas pire. Mais Keaton Verhoff, t'arrives à 18 ans. Là. Ouais, Keaton Verhoff, t'arrives à 6 pieds 4 et plus de 200 livres. Ça, c'est à 17 ans, c'est attrayant. Fait que pour toi, c'est le statu quo, même s'il y a quand même eu une opportunité en or de se faire valoir contre les meilleurs éléments. Il a pas mal fait, il a pas eu l'air fou, il a pas eu l'air de ok, c'est peut-être un projet qui va prendre plus qu'une année. Pour toi, c'est un choix top 5. Pour moi, ça reste un top 5. Personnellement, Albert Smith, ça reste mon défenseur préféré. Plus que Verhoff. Je trouve que c'est similaire, mais j'adore la variante Albert Smith. Je trouve que c'est un excellent défenseur, mais j'ai pas grand chose à dire par rapport à son tournoi olympique. Il a bien fait, mais il a pas volé le show. OK. Puis Slav a volé un peu le show. Là. Écoute, il a quasiment transporté son équipe jusqu'à la médaille de bronze. Juraj Slavkovski, équipe d'étoiles olympiques 2026. Oui, absolument. Puis tout un tournoi. Là. Vraiment, il était dominant. On en a parlé un peu dans le dernier podcast, mais ça a juste... Ça a continué, puis il n'a pas ralenti, puis il a montré que tu es capable de jouer dans une équipe où c'est lui le meilleur joueur. Ça, c'est tellement encourageant en tant que fan du Canadien. Il n'y a pas eu grand blessé, hein? Crosby, Morrissey, Crosby, américain, il est à 100%. Il était à 100%. Les Finlandais... Kevin Fiala qui est blessé pour le reste de la saison. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est les Kings, hein, qui... les Kings. Ils viennent aller chercher Panarin. Ça, c'est... Fait que finalement, ça a été eux, peut-être, les grands perdants là, dans la Ligue nationale. De perdre Fiala dans la course aux séries, ça fait bien mal. Peut-être que l'Avalanche, on verra, là, avec McKinnon, ça avait l'air mieux durant la finale. Mais je pense pas que ça serait une blessure qui va... grave, j'espère, pour mon pool de hockey. Je sais même pas si c'est une blessure au bas du corps ou du corps, ça verrait pas quelque chose que tu le vois être au Chris, genre il y a de la misère à marcher. Je comprends. Mais t'as tellement raison que le tournoi de Slav a été encourageant. On en a énormément parlé ici à Montréal, là, mais il a été très bon. Puis au final, sa saison, elle est remplie d'espoir là, pour ce qui s'en vient. C'est tellement encourageant à 21 ans. Il vient d'avoir 22 ans, je pense. Peut-être. Je sais, c'est sa 4e année, là, mais je sais pas s'il y a 21 ou 22. Mais écoute, là. Équipe d'étoiles accompagnée de Macklin Celebrini, Connor McDavid, Quinn Hughes, Cale Makar et Connor Hellebuck. Puis t'as Juraj Slavkovski. Puis c'est pas parce que... on cherche à avoir plus de pays qui sont présentés dans cette équipe-là. Là. Absolument. Là. Je veux dire, au final, c'est le seul qui n'est pas américain ou canadien. Là. Fait que c'est mieux que les Mikko Rantanen. Il a mieux performé c'est Lucas Raymond, il y a un argument là, mais la façon que Slavkovski a transporté son équipe en jouant avec des éléments pas mal plus... vraiment eu beaucoup de difficultés. Ça allait pas bien. Là, tu le voyais qu'il a vieilli. Là. Ben oui, puis les coéquipiers à Slavkovski étaient évidemment... bien moins talentueux que les coéquipiers à Raymond. Là. C'est sûr. Bravo. Gros tournoi réussi pour Slav. Moi, il me reste Jordan Bennington, je pense. Parce que j'ai parlé un peu de Marner, qui a eu un bon tournoi, mais qui demeure... Marner, j'ai moins de doutes un peu. J'ai moins de doutes que Quinn Hughes. Non. Mais... je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai trouvé... mais tu sais, je l'ai trouvé, encore une fois, des fois un peu faible là, physiquement. Mais il a été très complet. Il a été bon là, dans sa zone. Il a été en mesure de bien compléter McDavid quand on s'est servi de lui. Il a bien fait avec Stone et avec Crosby. Ça a été un bon tournoi pour lui. Tu sais, vraiment, je pense que, surtout maintenant qu'il a quitté Toronto, là, je pense que lui, cette étiquette-là de perdant puis de gars... avec qui tu peux pas vraiment gagner en série, là, puis je pense qu'on peut mettre ça de côté, là. Ça a été bien pour lui. Bravo à Marner. Il était bon. Je pense que, en même temps, c'est parce que Marner, il a peut-être pas un rôle aussi important que Quinn Hughes quand vient le temps de gagner une Coupe Stanley. Quinn Hughes, on parle d'un défenseur numéro 1. Ou meilleur joueur de ton équipe. Avec Kaprizov au Minnesota,
tout passe à travers Quinn Hughes. C'est ça. Alors que Marner, tu sais, finalement, tu sais, c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Tu sais, c'est Jack Eichel qui est là. Fait que, tu sais, c'est un bon joueur de hockey, parfait, mais il y a moins de pression. Oui, c'est ça, qu'un gars comme Quinn Hughes. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai un peu moins... Je veux pas dire que j'ai moins de doutes, là. C'est plus que, pour moi, Marner en série... Ben, avoir Marner dans mon équipe en série, va m'amener un peu plus de certitude que d'avoir Quinn Hughes. Puis je suis ouvert à ce que Quinn Hughes joue bien en série, puis qu'il soit extrêmement efficace dans sa zone. Puis quand ce sera le cas, moi, j'aurai pas de problème. Tu vois, Cale Makar, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un tournoi. Ben, il y a eu un bon tournoi. Il y a eu des tournoi, moments, mais il y a eu un bon tournoi, mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus dominant. Ouais, mais moi, je pense que les attentes envers Cale Makar étaient énormes. Mais il était pas réaliste. Exactement. Il était pas réaliste. Tu peux pas t'attendre à autant. Mais moi, je trouve. Moi, c'est ces lacunes ou ces difficultés à anticiper le jeu qui m'ont dérangé. Des fois, sa prise de décision avec la rondelle était un peu lente, puis ça a créé des revirements. Je comprends que peut-être qu'il voulait en faire trop aussi. T'sais. Il était peut-être pas dans la meilleure des positions, mais en même temps, il jouait avec son partenaire régulier, Devon Tays. Mais tu sais, je trouve que, par exemple, Quinn Hughes a gagné bien plus que Makar. Ouais, mais Makar n'avait pas grand-chose à gagner. Non, franchement. Non, mais tu sais, moi, Quinn Hughes m'a plus impressionné que Makar dans ce que j'ai vu. Puis, mais j'aurais moins de doutes avec Makar en série, là, parce que il a gagné une Coupe Stanley. Là. Il a prouvé qu'il était capable de gagner ou de contribuer à une conquête de la Coupe Stanley en tant que défenseur numéro 1. Quinn Hughes, le jour où ça va se faire, Madani, on va se parler, je vais t'appeler et je vais être bien content que ça arrive. Fait Quinn Hughes, il a besoin de gagner une Coupe Stanley pour te le prouver. Non, pas nécessairement, mais si ça arrive, pour moi, il n'y aura aucun doute. Mais s'il est efficace là, dans sa zone en série, moi, je pense que même s'il n'est pas parfaitement efficace dans sa série, son attaque va... Je le sais, on a déjà eu cette discussion-là, mais je veux pas qu'on dévie trop là-dedans, mais je vais juste dire, c'est parce que moi, je regarde les équipes qui gagnent des Coupes Stanley, là, puis il y a un pattern qui revient, là, tu sais. C'est des gros défenseurs. Le Canadien a été très bon en 2021 avec des Shea Weber, des Joel Edmondson, des Ben Sherratt, des Jeff Petrie. On parle pas ici de défenseurs mobiles. C'était pas une bonne défense, c'était Carey Price. Là. Non, la défensive était extraordinaire durant ces séries-là. Là. Moi, j'ai trouvé... Non, on n'a pas vu encore du meilleur jeu défensif depuis ce moment-là. C'était du Carey Price. Ces gars-là étaient extraordinaires. Carey Price était extraordinaire, mais ces gars-là étaient extraordinaires. Si t'aimes pas cet exemple-là, regarde le Lightning de Tampa Bay. Des gars de Victor Hedman, Eric Charnac, c'est ce genre de gars-là. OK? Puis l'Avalanche du Colorado, il n'y avait pas de petits gars là. Ben, peut-être Samuel Girard. Mais tu sais, je remarque une tendance. Alors, les Panthers de la Floride, c'est des gars comme Seth Jones, Aaron Ekblad. C'est pas des petits défenseurs mobiles. Les Oilers, ils sont passés à un but de gagner la Coupe Stanley avec Evan Bouchard comme premier défenseur. Le scandaleux Evan Bouchard. Oui, mais Evan Bouchard, le scandaleux. Son jeu défensif, évidemment, il est pas parfait, là, mais... Comment dire, les Oilers semblent être une anomalie là, dans tout ça, là, parce qu'ils ont McDavid et Draisaitl. Ils peuvent se permettre de défier un peu le modèle traditionnel. Ils ont du succès quand même en y allant de cette façon-là ou en assemblant une équipe de cette façon-là. Mais pour une équipe normale, là, il y a un modèle un peu plus... traditionnel et Quinn Hughes correspond pas à ça. C'est correct. Tu peux en avoir un en autant qu'il est en mesure d'être efficace dans sa zone en série quand ça devient plus physique et que l'espace se resserre. Sinon, il faut que tu te bâtisses une défensive qui est grosse, qui est solide. Moi, c'est ce que je pense à cause de ce que je vois en série dans les dernières années. Toi, tu vois la différence entre ce que Quinn Hughes apporte en attaque puis ce que Quinn Hughes apporte en défense. C'est un autre point de vue qui est légitime, mais on partage juste pas mais j'en ai ta comparaison avec les modèles. Le modèle, c'est les grandes défenses qui gagnent, mais
Quinn Hughes, il correspond à aucun modèle parce qu'il n'y a pas de défenseur comme lui avant. Il n'y a jamais eu un petit défenseur autant dominant que Quinn Hughes, puis Lane Hutton, qui rentre dans la Ligue nationale. Il n'y en a juste pas. Il n'y a pas de comparaison. Parfait. C'est pour ça que tu peux pas te fier au modèle pour des gars comme ça. Moi, j'ai des doutes. Mais on verra en série. Quand les Canucks vont se rendre là, dans 7 ans. Il paye les Canucks, là, t'as les Minnesota. T'as bien raison, excuse-moi. Fait que cette année, je vais regarder ça avec grande attention et je vais le dire ici sur le podcast sans problème si je trouve que Quinn Hughes a des bonnes séries. Aujourd'hui, avec le tournoi olympique là, qui s'est terminé, j'ai trouvé qu'il y a eu un bon tournoi olympique. Merci. Alors, bravo à Quinn Hughes. Bon, le dernier gars sur mon top 5, c'est Jordan Binnington, qui lui a eu tout un tournoi olympique aussi. Honnêtement, bravo à Jordan Binnington. Lui qui... J'ai de la misère à expliquer un peu comment il fait, mais je peux pas expliquer. Ce gars-là est pas bon cette année là, dans la Ligue nationale. C'est un des pires gardiens de la Ligue nationale. C'est très difficile. Mais, je veux dire, dans les matchs les plus importants, dans les plus grands moments, ce gars-là est extraordinaire. Alors, moi, je me dis, dans ta préparation mentale, pourquoi tu te craignes pas? T'sais, pourquoi tu visualises pas que c'est un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley? Écoute, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, un fort match dans la finale contre les États-Unis. Il y a eu juste un bon tournoi en général. Il a été extrêmement solide. Jordan Binnington, gros tournoi. Fait qu'il n'y a pas grand gars qui ont eu des mauvais tournois dans nos top 5. Il y a juste, comme je te dis, moi j'ai trouvé que McCarr a eu un moins bon tournoi que ce que j'anticipais. Il n'était pas dans mon top 5. Qui sont là, en terminant, les gars là, qui ont eu des mauvais tournois. T'sais, on a parlé de Doughty, là, qui n'a pas eu un bon tournoi. Shea Theodore, qui n'a pas eu un bon tournoi. Qui d'autre, là, pas eu Sam Reinhart, mais on lui a pas donné grand chance. J'aimerais dire les frères Tkachuk, ils n'ont pas eu un mauvais tournoi, mais ils ont été invisibles en finale. Si les Canadiens auraient gagné et les Américains auraient perdu cette finale-là, on en aurait parlé des frères Tkachuk. 100%. Ils étaient où? Il n'y a pas eu d'impact du tout dans ce match-là. Eux, ils sont pas levés au grand moment. À part ça, je trouve que l'équipe américaine, tout le monde a fait sa job, tout le monde a performé. Puis, tu sais, d'avoir cette défensive-là, c'est incroyable. T'as Quinn Hughes avec McAvoy, puis les deux se complétaient tellement bien. Après ça, sur ta troisième paire, t'as Slavin et Faber. C'est vraiment juste des défenseurs défensifs d'exception. Puis là, t'as Werenski qui jouait avec... j'oublie là, vite comme aussi. Ça. Il jouait avec... il y avait Hanifin qui était là, mais c'est pas lui. Il jouait avec Jake Sanderson. C'est toute une défense. Le Canada en avait plein les shorts. On aurait pris n'importe quel de ces défenseurs-là, à part peut-être à Noah Hanifin, puis ça aurait été notre deuxième défenseur directement. Mais donne-moi... Il y avait 6 défenseurs qui étaient meilleurs que notre deuxième défenseur. Mais tu sais, moi je vais terminer avec ça. Donne-moi un Braden Point en santé, un Nathan McKinnon en santé. Un Sidney Crosby en santé. Je pense que le tournoi est différent. T'sais. Moi, j'ai changé un peu... Josh Morrissey, tu l'avais dit. J'ai changé un peu ma prédiction là, avant le match de la finale parce que je voyais que le Canada était amoché. Là. Mais en santé, je persiste à croire que le Canada a une meilleure équipe, malgré les lacunes un peu défensive. Au niveau de la défensive. Le Canada a mieux joué. Nathan McKinnon manque une chance en or. Ben oui, puis si le match-là est fini, là, s'il met ça en gage béante. Fait que... pas prêt à dire que le Canada gagnera pas en 2026 avec un gars comme Schaefer qui va avoir plus d'expérience, qui va rentrer. Ouais, mais 2026, la Coupe du Monde. Là. 2028. 2028, excuse-moi, dans 2 ans. C'est vrai. Il y a une Coupe du Monde. Alors là, un Schaefer qui va probablement faire partie de la formation, un Bédard qui va être là. Il va avoir moyen de dynamiser ça un peu, mais en même temps, tu perds un gars comme Crosby. Là. Ça sera à suivre. Ça va être bien intéressant. Mais t'as beaucoup de jeunes Canadiens qui pourraient se lever. T'as Wyatt Johnston aussi qui n'ont pas fait d'équipe. Ça va être intéressant à voir. Je pense pas que l'équipe canadienne va être pire. Je pense que ça va dépendre du gardien de but. Est-ce que ça va être encore Jordan Binnington? Ça va être Logan Thompson? Logan Thompson, je serais pas fâché avec ça, mais c'est pas au même calibre de gardien de but que les Américains ou les Russes qui viennent dans ce tournoi-là. Non, c'est ça. Ça va être là, les Américains puis les Russes, on semble avoir
développer là, une façon de penser pour les gardiens qui fonctionne très bien. Là, au Canada, on est moins bon. Mais on se fie beaucoup au bassin de joueurs au Canada. Puis à un moment donné, le bassin de joueurs aux États-Unis est plus grand. Ben oui. En Russie, j'ose penser qu'il est plus grand aussi. Fait que, tu sais, ça nuit probablement au Canada à ce niveau-là. En ce qui concerne l'attaque, par contre, on est encore pas pire. Mais vraiment, de considérer que Nick Suzuki pourrait être un allié pour qui compléterait McKinnon, ça a été la première grande erreur. Ben, ça a été la plus grande erreur. La blessure de Point a fait extrêmement mal. Et ben en défensive, peut-être qu'il faut dire que là, la sélection de Doughty ou la sélection d'un gars comme Théodore, malheureusement, qui est un gars que j'aime, ces sélections-là n'ont peut-être pas été judicieuses. Puis si on avait eu un autre gars mobile, la Jacob Chikrin, Evan Bouchard, Brandon Montour, Mike Matheson, un gars comme ça aurait peut-être pu faire la différence. J'aimerais ça dire qu'en gros, le Canada manquait un attaquant top 6. C'est ça. Et le Canada manquait un défenseur qui est capable de bouger la rondelle. Ouais. Et malgré ça, ils ont quasiment gagné. Mais oui. Mais là, avec les blessures, ça fait trop mal. Oui. Hey, Madani, c'était le fun. Ah oui. On se reprend bientôt. Là, on va changer de sujet parce qu'on parlera plus des Jeux Olympiques. Là, on va revenir aux activités de la Ligue nationale traditionnelle. Oui. Puis on va discuter de ça. Absolument. All right. Merci beaucoup de votre écoute. Ben oui, merci tout le monde et on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt.